Salut YouTube, salut, ça va aujourd'hui, on réacte non pas à une vidéo, mais à un article, parce que ici on est gros cerveau, ok? Et un article sur le campisme. Et non, je ne parle pas de ceux qui adorent faire du camping, mais bien du campisme d'un point de vue géopolitique. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros, il y a les anti-campistes et il y a les campistes. Alors c'est assez bizarre parce que aucun des deux ne se définit comme ça. Je connais pas vraiment de campistes qui se disent campistes, et les anti-campistes, leur ligne principale, c'est pas d'être anti-campiste. Donc qu'est-ce que c'est le campisme? Grosso modo, ceux qu'on accuse d'être campistes, c'est ceux qu'on accuse d'avoir comme position de vouloir la victoire d'un camp sur un autre, et donc ce serait par exemple la victoire du camp russe, du camp iranien, du camp je sais pas, chinois, contre l'impérialisme occidental. En gros, par anti-occidentalisme, ils vont soutenir le camp d'en face. Peu importe ce que représente le camp d'en face, pour la victoire de l'Occident, des États-Unis, je sais pas, de la France, ils vont forcément soutenir le camp d'en face. Alors moi, j'ai un peu du mal avec ça, parce que en fait, ils ne voient pas le contexte. C'est-à-dire que, prenons un exemple concret, hein, parce que nous, les marxistes, c'est analyse concrète d'une situation concrète. Et prenons la guerre d'agression des États-Unis et d'Israël contre les Iraniens. Et ben moi, je suis plutôt favorable à une victoire de l'Iran. Est-ce que ça veut dire que je suis pro-iranien? Non. Mais dans ce contexte-là, de cette guerre-là, je pense qu'il est préférable d'avoir une victoire iranienne que d'avoir une victoire israélienne ou états-unienne, en tout cas en tant qu'anti-impérialiste. Mais vouloir la victoire dans ce contexte-là de l'Iran contre une guerre d'agression, en fait, je veux que celui qui est agressé gagne, ça ne veut pas dire vouloir la victoire de l'Iran en général. C'est un peu la critique que j'aurais à l'égard de ceux qui nous traitent de campistes, de faire croire qu'on est pro-iranien, peu importe le contexte. Non, dans un contexte précis, là, dans cette guerre-là, je serais plutôt favorable à la victoire de l'Iran sur Israël et les États-Unis. Mais bref, on va lire un article de Frustration Magazine sur l'Iran, et qui a pour titre « Iran pour en finir avec le campisme ». Et il semblerait, et oui, mais est-ce que tu condamnes les mots là? Et il semblerait qu'on soit visé. Eh bien écoute, je vous propose de le lire ensemble et de voir si on a des commentaires à faire. Affaiblir les États-Unis et Israël tous les jours? Bah bien sûr. Parce qu'on nous dit, ouais, mais une victoire de l'Iran, ça va renforcer l'Iran et le régime répressif. Parce qu'une victoire d'Israël et des États-Unis, ça va pas renforcer Israël et les États-Unis. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais bon, c'est les démocraties libérales, c'est pas très grave de les renforcer. Vous avez compris le topo. Mais on y va. Donc, Iran pour en finir avec le campisme de Somaye Rostanpour. Je ne connais pas du tout, mais j'imagine que c'est un militant ou une militante iranienne. Alors, Somaye Rostanpour est sociologue et ses recherches portent sur le Kurdistan, l'Iran, le Rojava et la Turquie. Elle est l'autrice de Femmes en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la gynéologie. Donc, je connais absolument pas. J'ai pas encore... D'ailleurs, petite parenthèse, mais sur le sujet du Kurdistan et tout, je suis tellement à la ramasse. J'ai le livre d'Azadi que je dois lire et que je n'ai toujours pas lu, et je m'excuse ouvertement auprès d'Azadi si il est là. Il faut que les ouvriers iraniens fassent alliance avec les ouvriers états-uniens et fassent la révolution mondiale. Ouais, bah oui. Suis-je bête? Bah oui, ça me paraît évident. Oui, mais je sais que t'es ironique, hein, Milou, hein. L'Iran traverse une phase d'une violence et d'une intensité exceptionnelle. Depuis le soulèvement de 2022, suite au meurtre policier de la jeune Jina Amini, la République islamique n'a cessé de chercher, dans chaque guerre et dans chaque crise géopolitique, les moyens de restaurer une part d'autorité et de la respectabilité qu'elle avait perdue. Alors, dites-moi si je me trompe, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que l'Iran cherche à travers cette guerre de jouer sur l'unité nationale et de faire taire les critiques, de faire taire les dissensions en interne. Alors déjà, d'une, on a l'impression que c'est l'Iran qui a provoqué la guerre. Non, c'est pas l'Iran qui a provoqué la guerre. Et deux, ce truc de, à travers la guerre, chercher l'unité nationale et faire taire les dissensions, ça m'a l'air d'être commun à toutes les nations. Oui, voilà, commun à toutes les nations. Et d'ailleurs, la France, on a ça, alors qu'on n'est même pas officiellement en guerre. On a juste des menaces de guerre pour faire taire les dissensions et dire oh, et pour ressouder un socle derrière la patrie. Donc oui, je veux dire, en fait, moi, ce qui m'énerve dans ces analyses-là, c'est qu'il y a une sorte d'exceptionnalité de ces nations. Genre, l'Iran, il y a un truc qui est en dehors de la rationalité et qui ne correspondrait pas à l'état normal, au fonctionnement normal d'un État-nation occidental. Or, si, il me semble que l'Iran respecte des logiques d'un État-nation dans un système capitaliste. Voilà. Il faudrait avoir une lecture comme ça, matérialiste,
de l'Iran et de pas avoir un truc. Oh non, mais c'est le régime des mollahs. Donc ils ont pas la même. Non, c'est le régime des mollahs, ça a pas de sens. La guerre menée par le colonisateur génocidaire israélien contre les Palestiniens après le 7 octobre, puis la première attaque israélo-américaine contre l'Iran en juin 2025, lui ont offert un premier cadre de recomposition. Oui, bon, attendez. Non, mais, on dirait que ça a été une opportunité. Non, mais le pays est quand même. Attends, est-ce qu'on peut dire 2 secondes que, genre, c'est une bonne chose? C'est moi, je suis fou ou pas? Ça quand même. Il y a eu quand même des dommages, quoi. C'est pas non plus. On dirait que les Israéliens et les États-Unis ont fait un cadeau aux Iraniens. Genre, ils ont sauvé le gouvernement iranien. Non, mais il y a quand même une guerre, là. Il y a quand même des morts. Le massacre j'allais dire, l'Iran cherche pas grand-chose juste à se défendre. Après, ça fait longtemps que l'Iran s'est préparé à cette agression d'un point de vue politique, militaire et stratégique. Ah bah bien sûr, ils se sont préparés. Mais il y a quand même des pertes énormes. Je veux dire, il y a des organismes internationaux qui parlent de crise humaine, de crise humanitaire. Hein. Oui, le but c'était justement de le faire tomber. Bah oui. Le massacre de janvier 2026, au cours duquel des milliers de manifestants iraniens ont été tués en seulement quelques jours par les forces du régime théocratique, et ce pouvoir protester contre la crise économique et la dictature politique a cependant rouvert une crise aiguë de légitimité à la fois interne et internationale. Et oui, le régime iranien est le gouvernement iranien est hautement contesté. Et d'ailleurs, en fait, je pense qu'il faudrait peut-être avoir une vision un peu plus, complexe du fonctionnement de l'Iran, parce qu'on dirait qu'il y a seulement le gouvernement iranien, tu sais, les mollahs, et la population. On ne voit pas toute la complexité. Et on ne voit pas notamment les contradictions même au sein des mollahs. Hein. Il y a des contradictions au sein des mollahs. Et par exemple, le père Ramenei était beaucoup moins radical et contre le nucléaire que le fils Ramenei. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Les mollahs et tout ça, c'est pas les mêmes entre eux, tu vois. Mais aussi, le gouvernement représenté, comment il s'appelle le président là en ce moment j'ai oublié son nom, du président iranien, qui est beaucoup plus à gauche, réformiste, même du point de vue religieux, que les mollahs. Je veux dire, en fait, il faudrait avoir une vision plus complexe de ce qu'est l'Iran, mais comme on a pour d'autres pays. S'il vous plaît, Israël et les États-Unis, bombardez-nous, on a besoin de légitimité. Non mais, comment il s'appelle le président, les gens? J'ai oublié le nom, le président iranien. Je sais pas si quelqu'un a le nom, vous le mettez dans le chat s'il vous plaît, si vous avez le nom, ça fait plaisir. Alors que l'Iran était encore Pezeshkian, merci, je le dis certainement très mal, merci Jean-Michel Apathy. Pezeshkian, je pense. L'Iran est une mosaïque de peuples et de religions, oui. Alors que l'Iran était encore en deuil et que nombre de familles n'avaient même pas pu récupérer les corps de leurs proches, les États-Unis et Israël ont déclenché le 28 février 2026 une nouvelle invasion impérialiste. Bon, au moins, elle est claire sur ça, elle parle d'invasion impérialiste, voilà, là, sur ça, on est totalement d'accord. Plus violente encore, elle a paradoxalement aidé le régime à regagner une partie de son crédit perdu par la répression sanglante du mois précédent. Bah oui, mais bon, je veux dire, c'est quand même bizarre d'axer le truc en mode putain. À cause de cette guerre, l'Iran a gagné en légitimité. Oui, bon, à la limite, oui, mais bon. Tu sais, ça me fait penser aussi à le texte de, comment il s'appelle Yvan Segré. Yvan Segré, qui avait accusé les Palestiniens d'avoir, après le 7 octobre, il avait dit ce qui était terrible là-dedans, c'est qu'à cause de ça, il y a un tournant réactionnaire en Israël, alors qu'Israël était au bord d'une révolution socialiste. Waouh. Non, déjà, non. Je sais pas où tu la voyais, ta révolution socialiste en Israël, mais wow, c'est ça ta priorité là, genre non, à cause d'eux en Israël ça va pas être une démocratie. Putain, moi ça m'énerve ça, ce genre d'angle. En ce sens, cette attaque américano-israélienne doit être comprise non comme l'antithèse de la violence du régime iranien, mais comme l'un des moments par lesquels cette violence trouve les conditions de sa reproduction politique. Doit être comprise non comme l'antithèse de la violence du régime iranien, mais comme l'un des moments par lesquels cette violence trouve les conditions de sa reproduction politique. En gros, elle essaye de nous dire que l'un des défauts de l'attaque américano-israélienne, c'est que ça permet au régime iranien de se perpétuer. Ok, oui, mais je suis d'accord. Je veux dire, dans l'absolu, je suis d'accord. Je veux dire, comme tout pays, ça permet de solidifier l'unité nationale, de justifier la répression avec l'idée de l'ennemi intérieur. Mais ça, encore une fois, c'est le cas de tous les pays. En France, aux États-Unis ou dans tout le nord occidental, il y a la menace de la guerre pour justifier la répression et l'autoritarisme. Mais pour moi, ça doit pas être l'angle premier quand même. Ça doit quand même dire la guerre américano-israélienne est détestable sans ça. Parler de Wissam, tu sens quand même que ça part vers ni Mollah ni USA un peu nul. Oui, j'imagine. Ces événements ne constituent ni des séquences distinctes ni de violences opposées, l'une répressive et l'autre prétendument libératrice, mais les moments successifs d'un même processus contre-révolutionnaire.
contre-révolutionnaire. Attends, mais comment ça? Attendez. Genre, la répression du gouvernement iranien sur les révoltes et la guerre américano-israélienne sont le même processus contre-révolutionnaire? Je trouve ça bizarre de mettre sur le même plan les deux. Mais ça veut pas dire que la répression du régime iranien est moins condamnable. Tu vois, moi, je suis pas en mode, ah non, le gouvernement iranien est beaucoup plus simple, beaucoup plus gentil avec sa population. Bien entendu que le gouvernement iranien est contre-révolutionnaire, mais comme tout gouvernement des États-nations. Mais je veux dire, de faire croire que c'est le même processus, c'est bizarre. De le mettre sur le même plan. La guerre américano-israélienne et la répression par le gouvernement iranien. Bah oui, car les révoltes sont créées par les USA. Non, ben ça, je suis pas d'accord. Autrement dit, la guerre extérieure a prolongé et approfondi la contre-révolution intérieure. Oui, mais il faudrait quand même rappeler que Trump a quand même cru que ça, je veux dire, Israël et les États-Unis ont mené cette guerre non pas dans la volonté de perpétuer le régime iranien, mais pour le destituer. Ils étaient persuadés que en menant cette guerre, assez rapidement, la population iranienne allait se soulever contre le gouvernement iranien et que le gouvernement iranien allait être destitué. Or, il semblerait que la population, dans sa majorité, ait plutôt soutenu leur gouvernement face à l'offensive israélo-américaine. Mais là, il faut arrêter cette vision binaire du monde. Une partie de la population iranienne a pu soutenir le gouvernement iranien face à l'agression israélo-américaine sans pour autant considérer que le gouvernement iranien est un bon gouvernement. Juste face à une agression extérieure, ils ont préféré jouer l'unité nationale face à cette agression, ce qui serait totalement compréhensible. En fait, j'ai l'impression que les anti-campistes, ceux qui nous traitent de campistes et tout là, révolution du peuple partout et tout, ont du mal à admettre ce fait-là, que malgré la haine qu'ils ont du gouvernement iranien, les Iraniens ont préféré apporter un soutien à ce gouvernement-là dans ce contexte de guerre d'agression face à Israël et aux États-Unis, ce qui est compréhensible et ce qui ne signifie pas un soutien absolu au gouvernement iranien. Mais prenons un exemple tout simple. Si Trump il attaque la France, je rejoins l'armée française et je défends la France contre les États-Unis. Voilà. Ou en tout cas, dans tous les cas, je soutiens Macron face à l'offensive américaine. Bon, il y a très peu de chances que ça arrive. J'imagine assez pas mal Trump attaquer la France. Mais, je serais plutôt en mode, ah bah oui, il faut que la France se défende face aux ricains, là, ça dégage les ricains. Tu vois, je comprends aisément. Mais pour eux, non, ce n'est pas possible. Soit ils sont absolument contre, soit ils sont absolument pour. Les gars, et encore une fois, le peuple iranien est un peuple comme tous les peuples qui est hétérogène. Ils ont apporté un soutien, tu penses, à leur gouvernement ou simplement sont restés impuissants? Mais après, ça dépend de ce que tu entends par soutien. Mais il n'y a pas eu je veux dire, ils auraient pu profiter de la guerre états-unienne pour mener des révoltes, pour accentuer la pression contre le gouvernement. Or, ils se sont davantage opposés aux interventions américaines que à l'action de leur gouvernement iranien. Et notamment, on l'a vu avec les chaînes autour de points énergétiques sur des ponts et tout. Mais les gens, je veux dire, c'est aussi un truc désespéré. Mais il y a un calcul simple. Je veux dire, ça va être encore pire, ça serait encore pire avec le renversement israélo-américain. Surtout que Israël et les États-Unis sont en train de tout détruire. Donc c'est même pas un truc, je veux dire, c'est même pas un truc de un soutien, c'est même pas en plus un soutien vraiment avec un élan patriote de malade. C'est aussi un soutien de survie. Ils comprennent très bien que la situation va être encore plus catastrophique s'ils laissent faire cette guerre israélo-américaine. Ils ont vu les exemples avec la Syrie, avec la Libye. Ils voient comment ça peut être catastrophique et ce que ça donne. Donc c'est même pas un truc. Je suis même pas dans l'idée de ouais, que les Iraniens aiment bien leur gouvernement. Non, c'est juste là ils sont face à des contradictions et ils ont compris que il y a une contradiction principale dans ce contexte-là, qui est l'intervention américaine et israélienne, et après il y a le gouvernement iranien. Si c'est pour avoir un président fantoche à la solde des USA, je choisirais de m'opposer aux USA d'abord aussi. Bah oui. Mais c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que l'intervention occidentale n'est pas une solution, même pour ces populations-là. Alors que l'Iran, autrement dit, la guerre, donc là, moi, le truc du même processus, je ne le comprends pas. D'où c'est le même processus? Comment ça, je veux dire, comment tu peux mettre sur le même plan l'intervention américaine et la répression du gouvernement iranien? Tu sais, on dirait presque qu'ils se tiennent, qu'ils sont ensemble, ils sont d'accord. Ça leur sert tous les deux. Ils sont très heureux. Chacun a gagné. Non, mais c'est pas ça. Le reconnaître ne minimise en rien le fait que les
l'Iran a été et demeure la cible d'une agression impérialiste et coloniale. Cela implique au contraire de lire cet assaut dans sa fonction politique profonde. D'une part, une entreprise de destruction meurtrière des vies civiles, des corps, des infrastructures et des territoires, menée sous de faux prétextes, prolongeant l'entreprise génocidaire menée à Gaza et la destruction du Liban. Et d'autre part, la mise à disposition pour la République islamique de nouvelles ressources au service de sa reconstitution. Oui, mais attends, c'est les États-Unis et Israël. Je veux dire, dans le fond, ça sert effectivement à. Je veux dire, dans le fond, c'est pas que ça sert. Dans le fond, effectivement, le dénouement va faire que le régime iranien, le gouvernement iranien va être renforcé. On parle tellement de régime iranien que ça me vient instinctivement, les gens, pour vous dire comment on est matrixé. Mais ce n'était pas la volonté des États-Unis et d'Israël, tu vois. Je veux dire, je veux dire, la guerre états-unienne-israélienne ne s'est pas passée comme prévu, comme il l'avait espéré, et elle analyse que c'est le même processus. Pas non. Oui, c'est tout sur le même plan. Je suis trop. En plus, mais ça veut pas dire que c'est pas grave la répression du gouvernement iranien, tu vois. Mais fais pas comme si c'était un même processus. Le processus de guerre, une faillite des banques par les USA, de fourniture d'armes aux opposants, 3 révoltes armées, 4 répressions, 5 bombardements sionistes USA. Après, on reviendra sur ça, Zechrak. L'agression israélo-américaine renforce la militarisation de l'Iran. Oui, non mais non mais attendez, tu sais quoi? Oui, effectivement, oui. Il y a l'impérialisme, il y a des interventions occidentales, et effectivement, les régimes du Sud, les gouvernements du Sud se disent que c'est peut-être qu'il faudrait s'armer pour se défendre. Mais je veux dire, ça, c'est le processus. Le processus en cause, c'est l'impérialisme, en fait. Oui. Non, mais je veux dire, en fait, on peut pas reprocher au gouvernement iranien de s'armer quand toute la planète est en train de s'armer. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout, l'Iran aurait plus de justification de s'armer vu les menaces qui pesaient sur elle. La répression et l'écrasement des soulèvements venus d'en bas. Elle accentue en prime une polarisation politique mortifère. D'un côté, une partie de l'opposition, notamment monarchiste, a salué les bombardements impérialistes au nom de son hostilité au régime théocratique. Moi, ça m'énerve qu'on accentue sur le régime théocratique. Parce que ça voudrait faire croire qu'il s'oppose à ce régime seulement parce qu'il est théocratique. Mais ce n'est pas vrai. Surtout pour établir une monarchie du Shah. Je veux dire, c'est ça qui me fascine. C'est une théocratie. On rejette la théocratie pour instaurer une monarchie. Ça m'énerve ce truc de. C'est des islamistes. C'est pas vrai. C'est parce qu'ils veulent imposer un régime ultralibéral à la solde des USA. C'est ça qu'ils veulent. C'est une bourgeoisie iranienne qui veut restaurer ses privilèges. De l'autre côté, une partie des forces politiques est retombée dans l'orbite de la République islamique au nom de l'anti-impérialisme et du refus de la guerre. Oui, mais ça, c'est. Je veux dire, de notre point de vue, la priorité, c'est de s'opposer à l'impérialisme pour que les opposants au gouvernement iranien puissent se reconstituer et se renforcer et se recentrer sur l'opposition au gouvernement iranien. Si on souhaite que les Iraniens puissent continuer leur protestation contre le gouvernement iranien, alors notre premier devoir, c'est de s'opposer à l'impérialisme et l'intervention israélo-américaine. C'est ça notre priorité. Une impasse donc. Si la nature réactionnaire du premier courant pro-Israël et pro-génocide fait relativement consensus, celle du second demeure bien plus rarement interrogée. Genre, on s'interroge jamais sur le côté réactionnaire et conservateur de ceux qui soutiennent le gouvernement iranien. Oui, dans quel monde tu vis, en fait? Non, là, ok. Non, mais si tu veux, ok, ça marche. Elle est pourtant tout aussi réactionnaire. L'ambiguïté n'en persiste pas moins. C'est dans cette impasse que la question du campisme ressurgit avec une acuité toute particulière. L'héritage de la guerre froide, le campisme réduit le monde à 2 camps. L'impérialisme, États-Unis, OTAN, Israël et ses alliés, contre la résistance, Iran, Russie, Chine, Syrie d'Assad, etc. Moi, c'est pour ça que le campisme, dans les années 60-70-80, je pouvais le comprendre. Je pouvais comprendre que tu avais une position campiste dans l'idée que tu avais l'idéal de la révolution communiste, tu avais l'URSS, tu avais des expériences décoloniales, tu avais Che Guevara, tu avais tout ça, et tu pouvais te dire que je suis pour la victoire de ce camp contre l'autre camp, qui est l'OTAN, l'Occident, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce qu'on n'a plus vraiment d'idéal révolutionnaire. C'est-à-dire que même d'un point de vue communiste, ça pourrait être la Chine qui pourrait représenter cet idéal de communiste et tout. Sauf que il suffit d'analyser un peu les contradictions en Chine pour voir qu'on n'est pas dans un idéal communiste, tu vois. Et les autres régimes, ils sont trop disparates, ils sont trop différents. Il y a pas, je veux dire, tu ne peux pas. Je veux dire, notre rêve n'est pas un régime
n'est pas un gouvernement tel qu'on a en Iran, n'est pas un gouvernement tel qu'on a en Russie, n'est pas un gouvernement tel qu'on a en Chine. Donc ça n'a pas de sens. On n'est pas, je veux dire, on n'espère pas la victoire de ce modèle-là. Simplement, on pense qu'il doit y avoir une force c'est pas forcément une mauvaise chose, qui est une force qui s'oppose à l'impérialisme occidental. Maintenant, il faut faire en sorte que cette force émerge aussi de l'Occident et propose une autre voie un peu plus progressiste. Aujourd'hui, pour eux, critiquer invariablement l'impérialisme et campisme, oui. Non, mais ils croient que c'est toujours la même chose. Par exemple, tu t'opposes à l'intervention contre Maduro, tu souhaites la libération de Maduro, ils sont en mode « t'es pour Maduro ?» Non, mais je suis contre l'impérialisme, c'est tout. Toute force située hors de ces deux camps, de projets comme le Rojava ou Soulèvement démocratique, est écartée comme suspecte ou cheval de Troie de l'ennemi. Toute critique des dictateurs est aussitôt disqualifiée comme complicité avec l'impérialisme. C'est intéressant, ils vont y revenir, parce que je pense qu'elle a un petit peu raison sur ça. Quant aux mobilisations populaires, elles se voient réduites à un simple relais de l'Occident ou se voient instrumentalisées dès lors qu'elles peuvent servir un camp. La logique « l'ennemi de mon ennemi » se transforme en alibi. Elle excuse la domination interne et détourne les luttes, y compris les manifestations contre les bombardements ou les sanctions occidentales, en les enrôlant dans une bataille géopolitique. Résultat, la solidarité internationale se retrouve paralysée, incapable de tenir ensemble l'anti-autoritarisme et l'anti-impérialisme. Sous prétexte de prévenir toute exploitation impérialiste des révolutions, les campistes tentent à privilégier une gauche structurellement marginalisée, prudente et parfois condamnée à la défaite perpétuelle. Il s'agit d'un argument également développé par Jebel Achar et que Rohini Esman mettait en lumière dans sa critique de la rhétorique pseudo-anti-impérialiste publiée en 2018. Alors, en gros, ce qu'elle nous explique, et je suis un petit peu d'accord avec elle, mais je pense qu'elle abuse, mais je suis un petit peu d'accord avec elle. En gros, elle explique que du fait de l'anti-impérialisme, il y a des gens qui ont un mauvais soupçon sur les révolutions, sur les révoltes, sur les soulèvements populaires qui existent dans les pays du Sud. Grosso modo, dès qu'il y a des soulèvements populaires, que ce soit, je sais pas, en Syrie, en Iran, en Syrie, je l'ai déjà dit Syrie, en Égypte, ou n'importe où dans les pays du Sud, il y a le soupçon que c'est commandité par la CIA, c'est commandité par l'Occident, c'est commandité par la France, bref, que c'est une guerre menée sous faux drapeau et qu'en fait, ils sont financés par les forces occidentales. En Syrie aussi, oui, je l'ai déjà dit en Syrie. Et je pense que c'est en partie vrai. C'est en partie vrai dans le sens où, effectivement, il y a des Occidentaux, et on l'a vu notamment au Kurdistan et tout, qui vont financer certaines organisations du Sud, qui vont les armer pour mener le processus révolutionnaire. Toutefois, pour moi, il y a des choses à prendre en compte. Là où je trouve la critique justifiée, c'est que ce soupçon campiste doit être combattu. T'as dit la Syrie? Oui, j'ai dit la Syrie. Non, mais attendez, j'essaye de me concentrer pour bien expliquer ce que je veux dire. Donc, effectivement, il y a des révoltes dans les pays du Sud qui sont soutenues, voire financées et armées par les populations, par les gouvernements occidentaux. Mais, 2 points. Premièrement, toi, tu n'as rien à dire. C'était notamment l'un des désaccords, vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite avec Youssef, on a eu des discussions, et c'est peut-être un de mes désaccords avec Youssef, c'est que nous, du point de vue, nous, habitants anti-impérialistes du Nord, on n'a rien à dire sur la manière dont les populations du Sud se révoltent. C'est-à-dire que je comprends aisément pourquoi les Syriens se sont révoltés, je comprends aisément pourquoi les Iraniens se sont révoltés, mais je comprends aisément aussi pourquoi les États-Unis se révoltent, pourquoi les Français se révoltent. Bref, de mon point de vue de Français, je n'ai rien à dire sur les soulèvements populaires des populations du Sud. Je veux dire, je ne suis pas un colon, elles se débrouillent comme elles peuvent et c'est à elles de décider pour elles-mêmes. Ensuite, quand bien même je découvre que, je ne sais pas, il y a un financement américain, il y a un armement français et tout, il faut savoir, tout en mettant en avant ce point-là, comment les Français, comment les Occidentaux tentent de profiter de ces révoltes-là, tentent de les détourner, tentent d'en faire des intérêts propres, je suis mal placé pour critiquer. Parce que je comprends aussi les contradictions dans lesquelles sont les révolutionnaires du Sud. C'est-à-dire que, voilà, je crois qu'il y a il y a beaucoup d'exemples comme ça en Syrie ou au Kurdistan et tout, c'est que parfois tu as des organisations révolutionnaires qui sont tellement désemparées, qui sont tellement isolées, qui sont tellement laissées seules que le seul financement qu'elles peuvent avoir, le seul armement qu'elles peuvent avoir, ça vient de l'Occident. Qui suis-je, moi, pour leur dire à eux, non, vous devez pas faire ça, vu les situations dans lesquelles elles sont et vu les contradictions qu'elles doivent affronter. Voilà, je veux dire,
il est fort probable que dans leur situation à eux, je suis en mode, les gars, là, il y a une révolution à mener, on est obligé de prendre les armes. D'ailleurs, je voudrais rappeler que quand vous voyez les révolutions décoloniales qu'il y a eu, très souvent, tu prends l'aide d'où elle vient, bah oui, et très souvent, quand vous regardez les histoires de révolutions décoloniales, anticoloniales, il y a eu ce genre de, il y a eu ce genre de contradiction, il y a eu ce genre de manœuvre, il y a eu ce genre de négociation temporaire, contextuelle, où pour abattre cet ennemi, on va profiter de cet ennemi, voilà, on va jouer avec les contradictions, on va accepter l'aide là pendant 6 mois de ce pays-là pour affronter cette force-là, après on va se retourner et tout. Vous voulez un exemple tout simple? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh et le Vietnam. Ho Chi Minh, le Vietnam, à un moment donné, ils ont négocié avec les USA et ils ont négocié avec la France. Parce qu'ils devaient affronter la Chine, ils devraient affronter d'autres pays, d'autres puissances au Vietnam et tout. Donc, dans ce moment-là précis, il a fallu accepter de négocier avec les États-Unis pour avoir des avantages, pour mener cette guerre-là. Voilà, les gens, c'est compliqué. Donc, moi, je suis d'accord. C'est pas à nous, anti-impérialistes occidentaux, de venir faire la leçon aux populations du Sud, quand bien même elles acceptent à un moment donné l'aide américaine ou l'aide française. Alors, dans l'absolu, je suis d'accord qu'il faudrait le refuser. Mais qui suis-je, moi, là, tranquillement, dans ma salle de stream, tu vois, à commenter l'actualité pour dire à des révolutionnaires syriens ou à des révolutionnaires iraniens, non, ne prenez pas les armes des Américains quand eux-mêmes, ils sont en train d'affronter, ils sont en train de risquer leur vie. Moi, ça me paraît trop... Tu fermes ta gueule, voilà. C'est ce que je disais à Plenel et je m'applique cette critique-là. Je dois me taire. Mais même Mao, en Chine, avec le Kuomintang qui s'allie contre le Japon. Non, mais voilà, les gens, il y a des contradictions et je suis d'accord que c'est trop facile pour certains anti-impérialistes du Nord de rejeter des mouvements populaires sous prétexte qu'ils seraient financés par les USA et qui ne voient pas comment, partons même du principe que la CIA finance cette révolution parce que ça sert leurs intérêts, ça ne signifie pas que ces révoltes populaires soient dénuées de tout intérêt ou de toute légitimité. Voilà, donc moi je suis d'accord avec ça. Puis il y a une temporalité à respecter, Imo. Mettre en garde contre l'impérialisme 10 minutes après que le tyran soit tombé, c'est pas acceptable. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, je pense que ça, tu fais référence à quand Bachar el-Assad a été destitué et que tu as des gens qui étaient en mode c'est pas une victoire, c'est une défaite. En fait, je veux dire, moi, tu peux dire, bon les gars, tant mieux pour les Syriens. Après, veux dire, la guerre n'est pas terminée, il faut faire attention aux récupérations et tout. Mais je suis d'accord avec toi, veut dire, c'est pas tout de suite, tu peux te dire, bon les gens, profitez de la victoire et tout. Mais aussi, en fait, je sais que certains se disaient, c'est terrible la défaite de Assad parce que l'axe de la résistance et tout, mais t'es en mode, frère, régime de Assad, ça a été une dinguerie. Les Syriens ont souffert de ça. Donc, quand bien même c'est financé par la CIA, je comprends pourquoi les Syriens se sont révoltés contre Assad. C'est pas parce que c'est financé par la CIA que je vais reprocher aux Syriens de se révolter contre Assad. Les gars, je veux dire, c'est normal, quoi. C'est normal. Donc, c'est pour ça que moi, les gens, la ligne, c'est, je critique d'abord mon impérialisme à moi. Je veux dire, je vis dans un pays qui est le deuxième plus grand exportateur d'armes. Avant de faire la leçon aux Syriens, aux Iraniens, aux Sénégalais, aux Algériens, je me regarde moi. Je ne suis pas légitime pour venir faire la leçon. Donc je ferme bien ma petite gueule et je fais mon travail avant de venir reprocher aux autres de dire, ah non, vous auriez pas dû faire ça, non, c'est un scandale, non. Ouais, tais-toi, occupe-toi de toi. Oui, les révolutionnaires du Rojava prennent cher depuis que l'autre djihadiste est au pouvoir. Mais les gens, je vais dire, comprenez que de toute manière, tant qu'il y aura l'impérialisme, il y aura ces guerres-là. Je ne crois pas qu'il y aura un dirigeant en Syrie, tout en préservant les structures, qui permettra à toute la région de vivre en paix. Et donc, plutôt que de se révolter sur... En plus, c'est quoi? Vu qu'il y a lui qui sème la guerre au Rojava, on aurait dû garder Assad, qui a tué des centaines de milliers de personnes. Oui, je veux dire, il y a des contradictions, les gens, avant de... Je veux dire, il n'y a pas de solution bonne pour l'instant en Syrie, tant qu'il y aura la structure impérialiste et qu'il y aura la domination occidentale. Donc, concentrons-nous sur ce qui est notre devoir à nous. Voilà. Oui, mais maintenant... Oui, je sais, mais je veux dire, personne n'est en train de dire que c'est génial la Syrie. C'est devenu le paradis sur Terre, la Syrie, depuis que Assad est parti. Mais tu ne peux pas reprocher à des gens de s'être révoltés contre Assad. Là, c'est un point de vue campiste. Ça, c'est un point de vue campiste. Qu'est-ce qui est un point de vue campiste? La révolution de 17 n'aurait pas pu avoir lieu parce que Staline a pris le pouvoir en 23. Oui, voilà. N'aurait pas dû avoir lieu. Oui, voilà. Non, mais oui. Faut lire Youssef sur Jolani. Non, mais Youssef déteste Jolani. Mais encore une fois, tu peux penser ce que tu veux sur Jolani.
ça n'enlève pas la légitimité pour les Syriens d'avoir destitué Assad. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Vous pouvez penser ce que vous voulez sur Jolani. Les Syriens avaient toute la légitimité de vouloir virer Assad vu les dingueries qui se sont passées. Et c'est pas à nous de dire aux Syriens non, vous auriez pas dû, vous avez vu Jolani, tu vis en France, tu fermes ta gueule. Voilà, tu vis en France, tu vis très bien, t'as la sécurité sociale, t'as le salaire, t'as des soins et tout, et voilà, concentre-toi sur ton pays. Voilà, avant de venir dire aux Syriens, vous auriez pas dû. Non, moi je suis pas d'accord. Donc voilà, moi c'est un peu, je suis d'accord avec ça que par anti-occidentalisme et par anti-impérialisme, on a trop tendance à dénigrer toutes les révoltes du Sud. Déjà, nos révolutionnaires, au lieu de critiquer la manière dont les autres s'organisent, on devrait s'organiser pour que les armes ne sortent plus de nos usines. Oui, c'est ça la priorité. Regardez l'augmentation historique du budget militaire. Regardez les campagnes de recrutement de l'armée. Et vous venez dire, on a un pays impérialiste et on vient faire la leçon aux Syriens. Mais putain, ça me rend fou. Ça me rend fou. On est là avec l'un des pays les plus impérialistes du monde qui est en train de détruire la planète. Et on dit aux Syriens en mode, non, vous auriez pas dû faire ça. Et aux Iraniens, non. Regarde ce que t'as à faire déjà. Regarde toute la tâche que t'as à faire avant de parler, en fait. Fais ton balaye devant ta porte, et dès que ça sera propre, peut-être qu'éventuellement tu pourras faire la leçon aux gens. Mais pour l'instant, c'est crade devant notre porte. C'est crade. Cet anti-impérialisme identitaire privilégie la loyauté envers les États anti-occidentaux plutôt que l'analyse du capitalisme mondial. Il justifie par là même la répression, le patriarcat, l'homophobie, le colonialisme interne au nom de la résistance. Ça fait partie des critiques habituelles de faire croire qu'on justifie, c'est même pas, on justifie, on dit que c'est juste. C'est-à-dire que justifier le patriarcat, l'homophobie et le colonialisme interne, comme si c'était pas le cas dans les pays du Nord, mais ça voudrait dire que pour nous, on dit que c'est juste. Ils ont raison d'être homophobes et patriarcaux. Non mais bon, on va pas venir sur cette critique, c'est n'importe quoi. Les victimes deviennent des dommages collatéraux. La priorité absolue va à la lutte contre l'impérialisme occidental. Ça oui, moi ça par contre oui. Oui. Priorité absolue quand t'es un militant anti-impérialiste du Nord, l'impérialisme occidental. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 1000 fois oui. L'essayiste irlandais Fred Halliday qualifie ce type de pensée d'anti-impérialiste des imbéciles. Un terme qu'il a utilisé pour critiquer la séquestration des diplomates américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Au nom de son hostilité aux États-Unis, cette posture renforce violemment, en pratique, un régime de type un régime de type théocratique. Bon, on a compris que si c'est une théocratie, ça vous plaît pas. Mais ça aussi, genre, si t'as... Alors, elle, c'est différent parce que je pense que c'est une Iranienne, donc elle a plus de légitimité à critiquer le régime théocratique. Mais quand t'es un habitant du Nord, tu laisses ils s'installent le régime qu'ils veulent, en fait. Ils installent le gouvernement qu'ils veulent. C'est pas à toi de dire non, je ne veux pas parce que c'est théocratique. Oh. Elle est kurde. Au nom de son hostilité aux États-Unis, cette posture renforce violemment en pratique un régime de type théocratique qui réprime les gauches, les minorités nationales, les féministes et les conseils populaires. Ok, mais les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, surtout en ce moment, c'est pas un régime de type théocratique, on pourrait dire, vu les évangéliques qui entourent Trump. Je rappelle que Trump, il est dans son salon, là, dans son bureau à la Maison Blanche, et t'as plein d'évangéliques qui le touchent comme ça et lui dit, au nom de Dieu, tu vas faire ça au nom de Dieu, t'es un soldat de Dieu, parce qu'on n'est pas dans un régime théocratique presque. On rappelle, est-ce que c'est pas un régime qui réprime les gauches, qui réprime les minorités et qui réprime les féministes? Voilà. Ok, non mais il y a pas de souci, l'Iran. Il y a un exceptionnalisme de l'Iran qui me rend fou. Quand on voit surtout les États-Unis de Trump. Ce concept a ensuite été repris par la militante syrienne Leila Al-Shami dans son livre Burning Country pour désigner les partisans de Bachar el-Assad lors de la révolution arabe des années 2010. Du Budapest de 1956 à nos jours, cet anti-impérialisme des imbéciles n'en finit pas de masquer la violence et l'écrasement des révoltes par les États. En fait, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'ils essaieraient de nous faire croire qu'on se fout de la vie des populations du Sud. C'est ça qui m'énerve le plus chez les anti-campistes. C'est de faire croire que nous, la vie des populations du Sud, ça ne nous intéresse pas. Elles peuvent être réprimées, elles peuvent être tuées, exploitées, massacrées. Mais non, en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on pense que les populations du Sud ne pourront jamais vivre en paix, ne pourront jamais vivre dans un régime pleinement démocratique et encore moins socialiste ou communiste avec des bonnes conditions
conditions de vie tant qu'il y aura l'impérialisme qui préserve, qui est un stade, qui est le garant du capitalisme international. Voilà. L'impérialisme permet de préserver le mode de production qu'on connaît aujourd'hui. Et tant qu'il y aura ce mode de production, il y aura toujours un centre qui sera privilégié, qui sera puissant, qui sera riche, et des périphéries qui, quoi qu'il en soit, seront exploitées et vivront dans des conditions beaucoup moins bonnes. En fait, ils veulent pas comprendre ça. Ils font croire que juste on les aime pas. Mais non, on pense que la contradiction principale, c'est l'impérialisme dont le fonctionnement fait qu'il y a des régimes autoritaires qui vivent dans le Sud. En fait, soit les régimes dans le Sud, soit ils sont à la solde des États-Unis, de la France, voilà, soit c'est des régimes fantoches, pseudo-démocratiques, mais qui en fait sont exploités et surexploités, avec une bourgeoisie nationale qui vit bien et des classes populaires majoritaires qui vivent dans la misère, soit ce sont des régimes autoritaires et répressifs. C'est ce qu'ils veulent pas comprendre. Et ça me fait penser aussi à quand on me parle de l'Ukraine et on me dit, parce que moi je suis opposé à l'armement, tu vois, je suis opposé au fait que l'OTAN et les Occidentaux envoient des armes à l'Ukraine. Et on me dit, mais Wissam, tu te fiches de la vie des Ukrainiens? Et il se croit supérieur moralement à moi, parce que je me ficherais de la vie des Ukrainiens. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que concrètement, quelles sont les conséquences concrètes d'appeler à l'armement de l'Ukraine par l'OTAN? Parce qu'ils vont dire, ah non, mais on parle pas de l'OTAN, on parle juste de l'armement de l'Ukraine. Oui, sauf que dans la situation concrète là, dans la réalité qui existe aujourd'hui, l'armement de l'Ukraine se fait par l'OTAN, se fait par la France, par les États-Unis, par l'Angleterre, par l'Italie, par tous ces pays-là, par l'Allemagne. Donc, concrètement, c'est l'OTAN qui arme l'Ukraine. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'OTAN rentre dans un discours de il faut se réarmer et il faut propager un discours guerrier parce qu'on est au port de la guerre. Et l'OTAN est un régime qui oppresse des populations. Je veux dire, la France, là, on est en train de se réarmer sous prétexte qu'il y a la menace de la Russie, qu'on a envoyé des armes de l'Ukraine, et la France va utiliser ces armes, comme elle le fait toujours, pour tuer des populations du Sud. Donc, vous aussi, vous vous en foutez, en fait. Vous faites croire que nous, on s'en fout de la vie des populations du Sud, alors que vous aussi, en encourageant l'armement de l'Ukraine, vous encouragez le réarmement et le renforcement de l'OTAN et des puissances de l'OTAN qui elles-mêmes tuent des vies du Sud, tuent des populations du Sud. Et ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas. Sous le prétexte de l'Ukraine, vous masquez les horreurs commises par l'OTAN. Donc arrêtez avec cet argument moral de la vie des Ukrainiens, tu t'en fous, quand vous vous en foutez de la vie des Sénégalais, de la vie du continent africain, la vie du continent du monde arabo-musulman, la vie d'Amérique du Sud, vous vous en foutez. Arrêtez. Je sais pas ce qu'il raconte, mais oui, ça m'a raison. On est en train de lire l'article de Frustration. Homme de paille, les révolutionnaires ne veulent pas amener un État. Non mais attendez. Vas-y, explique-moi. Émeute, explique-moi. Homme de paille, les révolutionnaires ne veulent pas amener un État. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, parce que ça, vraiment, on est dans l'abstraction la plus totale. Oh non, mais nous, on est contre l'État. Ok, t'es contre l'État, mais t'appelles quand même à l'armement de l'Ukraine. Et qui est entré? Ils veulent pas l'armement d'un État. Mais qui est... Donc, tu veux pas l'armement de l'Ukraine, émeute? Vas-y, dis-moi, tu veux pas l'armement de l'Ukraine? Non, parce que je n'en peux plus de leur fuite de mais nous, on est contre l'État, on est pas pour le fait d'armer un État. Donc, tu veux pas l'armement de l'Ukraine? Ah bah ça va, alors on est d'accord. On n'est pas pour que les États occidentaux arment l'Ukraine. Ok, ça me va. Une tendance similaire s'observe au sein de certains segments de la gauche blanche occidentale, mais aussi du mouvement décolonial. Bon, ça, c'est nous. Elle relève de ce qu'on pourrait appeler le blanchiment anti-impérialiste. Le blanchiment. Les décoloniaux procèdent à un blanchiment anti-impérialiste. Ok. Un usage stratégique de la rhétorique anti-impérialiste pour masquer, justifier ou minimiser les formes d'autoritarisme et de violence fasciste exercées à l'intérieur des frontières nationales, notamment lorsque ces régimes sont présentés comme des adversaires du pouvoir hégémonique occidental. Donc là, elle prétend que pour nous, ces régimes-là ne sont pas des fascistes, ne sont pas des tyrans, ne sont pas, etc. En fait, moi, mon propos sur l'Iran ou sur la Russie et tout, c'est que ça suit les mêmes tendances de fascisation qu'on a partout autour du globe. Qu'il n'y a pas une exceptionnalité de ces régimes-là. Que ces régimes-là ont un fonctionnement qui me semble totalement rationnel vu leur place dans l'ordre mondial et dans le mode de production. Voilà. Et que parce que nous, on essaie de faire... Parce qu'il y a toujours un sous-entendu de... C'est des non-occidentaux, c'est des barbares, c'est des sauvages, puis il y a l'islam et tout. Non, je veux dire, c'est un fonctionnement normal de ces pays vu la place qu'ils ont dans le mode de production, en fait. L'autoritarisme est lié à ça. Et on n'est pas en train de nier l'autoritarisme. On le replace dans son contexte. Comment ça se fait que ces pays sont répressifs, autoritaires? Il faut voir le fonctionnement du capitalisme mondial. Voilà. Et on rappelle que la fascisation, elle est partout autour de la planète. Voilà. Parce que, je veux dire, si on prend
prend comme prétexte qu'il faut intervenir en Iran parce que c'est un régime patriarcal, anti-gauchiste, anti-féministe, anti-homosexuel, pourquoi on n'intervient pas aux États-Unis en fait? Voilà, pourquoi on ne fait pas la guerre aux États-Unis? L'Ukraine le fait aussi par d'autres moyens, par des réseaux de solidarité pour des gilets, par balles autoconstruits, du matos pour faire le drone. Les gens, on va faire... Parce que là, on va me dire, non, mais on ne veut pas armer l'État, on veut armer de manière non étatique les forces ukrainiennes. Vous allez perdre. Arrêtez cet idéalisme. Vous allez me faire croire qu'il y a un armement non étatique qui peut arriver, genre révolutionnaire, et contrecarrer la Russie. Arrêtez. Ce n'est pas vrai. Pour affronter la Russie et pour affronter le niveau d'armement de la Russie, il ne peut y avoir que des grandes puissances qui peuvent le faire. Ce n'est pas vrai. C'est pas avec vos 2-3 balles autoconstruites que vous allez renverser la Russie. Arrêtez. Vraiment, ce discours pour se rassurer, ça me rend fou. Du coup, je comprends plus ta texte sur le refus d'armer l'Ukraine via l'OTAN. Armer l'Ukraine via l'OTAN, c'est renforcer l'OTAN. Voilà, c'est tout. Après, tu peux te dire, tant pis si on renforce l'OTAN, tant que ça permet à l'Ukraine de résister. Mais alors, viens pas me faire de leçons de morale quand tu veux renforcer l'un des principaux outils de l'impérialisme occidental. C'est tout. Mais renforcer l'Ukraine via l'OTAN, c'est renforcer l'OTAN. C'est une tech aussi pour justifier le réarmement. On va affronter les USA avec des gilets pare-balles artisanaux. Oui, non mais c'est pour ça. Les gens, en fait, il faut... Là où je pense qu'il faut... il faut accepter l'idée que c'est terrible, en fait. Il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas une solution qui va permettre à établir là, dans les prochains mois la paix dans le monde. Ok ? Et donc, pour moi, partir dans l'idée qu'il faut armer l'Ukraine et que l'armement de l'Ukraine pour affronter la Russie ne pourra se faire que là, dans les conditions qui existantes aujourd'hui, que via l'OTAN, c'est renforcer l'OTAN et c'est renforcer la dynamique impérialiste. Parce que tu renforces l'OTAN va se réarmer par justification qu'on a envoyé des armes à l'Ukraine et qu'il y a la menace russe. L'OTAN se réarme et qu'est-ce qui se passe en face ? Il se réarme aussi. La Russie, budget militaire qui augmente, l'OTAN se dit oulala, nous aussi on augmente, la Russie oulala, nous aussi on augmente, l'OTAN oulala, nous aussi on augmente, paf, ça fait des chocs à pic. C'est pour ça qu'il faut arrêter ne pas entrer dans cette dynamique-là. Voilà, faut l'enrayer cette dynamique. Faut refuser cette dynamique-là. Est-ce que c'est vérifié que la Russie est autant blindée ou ce serait pas l'ego à la Trump pour faire flipper? C'est une vraie question. Ah non, l'armement de la Russie. Après, je pense qu'ils galèrent beaucoup plus qu'ils avaient prévu en Ukraine et tout. Mais je veux dire, rien qu'en termes nucléaires, la Russie, c'est très armé. Après, c'est quelque chose ils ont aussi beaucoup d'armements vieillissants et tout. Mais en ce moment, en Russie, il y a une économie de guerre. Donc, ils sont en train de beaucoup de dépenser en Ukraine. Mais il y a quand même une économie de guerre pour réussir à réactualiser cet armement. Mais après, je pense que la première puissance au niveau de l'armement, ça reste les États-Unis. Hein, on a peur de la Russie, il faudrait plutôt avoir peur des États-Unis. Ce capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Bah oui. Ce qui est rejeté, ce n'est pas tant la logique coloniale elle-même que l'identité de ceux qui l'exercent. Car si ces discours dénoncent le colonialisme des puissances occidentales, ils restent largement aveugles et même complices au colonialisme interne, c'est-à-dire la manière dont les peuples minorisés comme les Kurdes décrivent leur rapport au pouvoir étatique iranien. Non mais ça encore, ça fait 150 fois qu'on répond en fait. Effectivement, je veux dire, il y a des répressions et il y a des colonialismes internes à ces pays. Mais en fait, à chaque fois, c'est toujours la même ligne. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas grave. C'est comme le Maroc avec le Sahara occidental. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas grave, mais il s'agit de dire, mais attendez, nous en France, on est des Français. Il y a la Kanaki, il y a Mayotte, il y a la Réunion, il y a la France-Afrique. Avant de venir faire la leçon au Maroc, on a déjà du travail à faire en fait. Je veux dire, on n'a même pas lutté contre notre propre colonialisme que vous voulez qu'on lutte contre le colonialisme des autres pays. Mais en plus, les autres pays pourraient se dire, mais attendez, avant de venir parler du Sahara occidental, vous voulez qu'on parle de la Kanaki? Déjà qu'on fasse ça serait déjà un travail de fou avant de venir faire la leçon aux autres. Elle est pas dingue cette ligne-là. De dire, mais en plus, et allez voir ma vidéo que j'ai faite sur l'anti-impérialisme et tout, en plus c'est même d'un point de vue d'efficacité. Déjà que c'est difficile en tant que Français de lutter contre le colonialisme français, alors qu'est-ce que c'est de lutter contre le colonialisme iranien depuis la France? Et d'ailleurs, concrètement, ça serait quoi les
mesures pour lutter contre le colonialisme iranien depuis la France? Bah juste financer des organisations iraniennes, enfin des organisations kurdes et tout, mais je vois pas plus quoi. Mais ça vous empêche pas de le faire, hein. Rien vous empêche de le faire. Par contre, moi je pense que l'une des actions très efficaces qu'on pourrait faire à partir de la France pour lutter contre le colonialisme, autant en Iran, au Maroc ou dans n'importe quel pays, c'est de lutter contre l'impérialisme français qui participe à cette dynamique-là de conquête impériale et de perpétuation d'un mode de production inégal. Ok? Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que la France est le deuxième importateur d'armes au monde. On va augmenter le colonialisme français pour lutter contre le colonialisme iranien. Ah oui, les Dassault, les consorts, mais oui. Daesh, hein, on rappelle Lafarge, Daesh, tout ça, voilà. On agit en tant que Français où on peut, c'est du matérialisme en fait. Oui, mais c'est en plus de l'efficacité. Exportateur, merci Anao. Exportateur, pardon, apportateur. Exportateur, merci le chat. Oui, on va pas attendre que Macron mette en place des procédures bilatérales de lutte contre le colonialisme des pays du Sud global, et s'il le fait, c'est par intérêt économique ou stratégique, pour faire oublier son propre impérialisme. Bah oui, impérialisme, faut que je me corrige. Mais est-ce que tu crois que dans l'article, ils ignorent ce que tu dis? Bah, je réponds à leurs critiques. Là les gars, Betrave, là, ils nous disent qu'on s'en fout du colonialisme de l'Iran et tout. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que nous, en fait, ils partent du principe que comme on dit que notre cible première et notre priorité, c'est le colonialisme français, et ben ils disent, vous en foutez du colonialisme iranien. Non. Mais d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est, en fait, moi, il y a un reproche qu'ils nous font et qui m'énerve, c'est dire, vous parlez jamais du colonialisme iranien ou du colonialisme marocain, alors que, gars, on n'a jamais fait une seule émission sur, je sais pas, la Guyane française. Pourquoi ça ne vous intéresse pas, la Guyane française? Hein? Étrangement. Parce qu'ils sont là en mode, ben nous, on est des vrais anticolonialistes, on s'intéresse à tous les colonialismes. Et PDH ou Wissam n'a jamais parlé du Sahara occidental ou des Kurdes. Je n'ai jamais parlé de la Guyane française. Vous en avez rien à foutre. Pourquoi vous en avez rien à foutre? Expliquez-moi. Alors que ça devrait être une priorité. Ça me rend fou, ça. Cette pratique s'accompagne également souvent d'un gaslighting racial. J'avoue, Mayotte, j'ai encore fait une émission sur ça, donc voilà. Ils vont nous sortir le Congo. Non, mais en plus, mais même, tu pourrais parler du Sahel, tu vois, ceux qui nous parlent du Sahara occidental. Pourquoi vous parlez jamais du Sahel? Pourquoi vous parlez pas jamais du Congo? Voilà, il y a plein de trucs dont vous ne parlez pas. Et d'ailleurs, on n'a jamais parlé du Tibet. Pourquoi personne nous reproche de jamais parler du Tibet? C'est fou. Ça, il y a toujours. Mais oui, effectivement, il y a tellement de situations injustes. On ne va pas parler de tout. Excusez-nous. Mais personne nous a attrapés. Pourquoi ça vous intéresse pas? Les Tibétains meurent et ça vous intéresse pas? Oui, bon, on va pas aller plus loin sur le Tibet, unanime. J'en dirai pas plus, mais bon, voilà, dans leur logique à eux. Le gaslighting désigne à l'origine la manipulation d'une femme par la mise en doute de sa parole et de son état mental par l'époux. Devenu un mot-clé de la psychologie puis un outil critique du féminisme, il englobe désormais un type de langage politique mensonger et violent, voire négationniste. Autrement dit, l'invalidation épistémique des savoirs subalternes. On fait tout ça, nous? Waouh, c'est chaud, hein. Des communautés ayant historiquement subi la domination impériale et la répression se voient enseigner depuis des positions depuis des positions de privilège relatifs, la bonne interprétation de l'impérialisme et de la résistance. Cette posture condescendante ne se contente pas de réinscrire les hiérarchies coloniales du savoir, elle délégitime les analyses et les expériences vécues de celles et ceux qui sont soumis à des systèmes de violence imbriqués. Donc moi, je ne me sens pas visé par cette critique parce que mon point de vue a toujours été, je n'ai rien à dire aux populations du Sud. Je n'ai aucune leçon à leur faire, aucune leçon à leur donner. Par contre, j'ai l'impression que les anticampistes ont un peu du mal avec l'idée que, en fait, ce qui m'énerve avec, par exemple, des camps comme les peuples veulent, c'est qu'ils prétendent s'intéresser aux premiers concernés. Et donc, porter la voix des premiers concernés. Et donc, des populations du Sud. Et les populations du Sud, si on les croit, seraient tous des révoltés communistes qui voudraient renverser leur gouvernement. Or, c'est faux. C'est faux. Vous choisissez les premiers concernés qui vous plaisent. Vous choisissez vos bons premiers concernés. C'est vous aussi qui êtes un peu des colons à désigner qui sont les bons Iraniens et les mauvais Iraniens. Et c'est pareil avec les Syriens, c'est pareil avec tout. Genre, il y a les bons, ceux qui se révoltent contre le régime autoritaire, et les mauvais, ceux qui le soutiennent. Ils ont un peu du mal avec ça, cette complexité-là. Vous ne soutenez pas le peuple iranien, vous soutenez le peuple iranien qui vous plaît. Voilà. Et moi, c'est les Iraniens se débrouillent eux-mêmes comme ils le peuvent avec leurs contradictions. Moi, ma tâche à moi, je n'ai aucune leçon à leur donner. Qu'ils soient pro-gouvernement iranien ou anti-gouvernement iranien, je n'ai aucune leçon à leur donner. Je sais que pour que les Iraniens
puisse lutter, j'ai mon devoir à faire. Et mon devoir, c'est de lutter contre l'impérialisme occidental qui les bloque, qui restreint les possibilités de révolte potentielle dans ces pays-là. Peu importe l'orientation de leur révolte. Voilà. Moi, ma tâche première par rapport à ces populations-là, dans leur grande hétérogénéité, parce que vous avez du mal à admettre qu'il n'y a pas un peuple iranien, il n'y a pas un peuple syrien, il n'y a pas un peuple congolais. Il est traversé de contradictions. Et vous choisissez vos bons Iraniens, ceux qui viennent dire on veut le communisme et tout. Vous avez aussi un rapport de colon et un rapport de civilisateur. Moi, je comprends l'hétérogénéité et la manière de résoudre les contradictions qu'il y a, de mon point de vue à moi, c'est je fais ma tâche, vous vous débrouillez comme vous le pouvez. Moi, je fais tout pour que vous ayez la possibilité de choisir, d'être libre, d'avoir vos potentialités qui sont là, qui sont offertes à vous. Et notamment, la levée du blocus. Voilà, la levée du blocus. Je veux que les Iraniens soient libres de choisir et libres de se disputer, tu vois. Parce qu'il n'y a jamais un peuple unifié qui parlerait d'une seule voix, ça n'existe pas. Mais oui, Sam, la dernière élection à Gaza date de 2008, le Hamas, c'est une organisation antidémocratique. Non, mais t'as des trucs comme ça me rend fou, moi. Ça me rend fou. Comme j'ai raté le début de l'article, je sais pas si tu as parlé de l'autrice de l'article, je pense qu'elle parle d'un point de vue kurde iranien, je serais vraiment... Mais là, Phoenix, là, elle nous parle de nous. Elle nous critique, nous. Elle critique les décoloniaux qui ont une vision coloniale. Je suis en mode, mais ma sœur, là, moi, je te parle à partir de notre point de vue à nous. C'est ça notre position. Hein. Et en plus, les gens, elle parle d'un point de vue iranien et kurde. Mais je veux dire, vous croyez qu'il y a qu'un Iranien et qu'un Kurde? En fait, ce qui m'énerve, c'est Wissam, elle est première concernée. Oui, mais il y a des premiers concernés de toutes sortes. Il y a des Iraniens qui sont pour le bombardement de l'Iran par l'Israël et les États-Unis. On va les écouter? C'est pas des Iraniens, c'est pas des premiers concernés. Faut arrêter avec ça, en fait. Faut arrêter, il faut avoir des analyses aussi objectives des situations. Et moi, l'analyse objective que je fais de l'Iran à partir de ma position à moi, c'est de dire contre l'impérialisme occidental et contre l'impérialisme français, israélien, états-unien, qu'ils soient libres de décider pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et la décision qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que si les Iraniens décident de vivre avec une dominance islamique, ça ne me regarde pas en fait. C'est leur choix à eux. Tu sous-entendrais que l'anticampisme serait une sorte d'impérialisme masqué. Je pense que à leurs dépens, parfois ils servent des intérêts impérialistes. Parce que en fait, je ne doute pas, contrairement à eux, je ne doute pas de leur sincérité. Je pense qu'ils sont habités par cette idée d'égalité, de justice, mais que pour moi, ils ont une mauvaise analyse de ça. Et leur mauvaise analyse de ça peut les amener à servir parfois ces intérêts impérialistes. Mais je ne veux pas les traiter comme des impérialistes. Je veux dire, ça pourrait être des camarades. Je pense juste qu'on n'a pas du tout la même analyse sur ces situations-là, quand bien même on est tous deux habités par un idéal de justice, d'égalité. Et en plus, les gens, moi je suis, mais ils vous ont déjà dit à l'Azawa, je suis le plus gauchiste de l'Azawa, c'est-à-dire que moi, en plus j'ai même une fibre un peu libertaire. J'adore. Moi, mon idéal, c'est une organisation pleinement communiste où chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, chacun peut vivre comme il le souhaite, son identité, que c'est mon idéal. Maintenant, il y a l'analyse concrète pour qu'on arrive à ça. Avec des vêtements ou sans, je m'en fous. Alors, les conséquences sont pour le moins tangibles. La République islamique d'Iran instrumentalise ce discours pour externaliser ses contradictions internes. Genre, l'Iran se sert de nous, en fait, c'est ça? Chacun peut se greffer une queue de renard s'il le souhaite. Totalement. Moi, je suis pour, je m'en bats les couilles. Qualifier les manifestants de terroristes et durcir son appareil coercitif. Alors, ça, encore une fois, c'est ça qui me rend fou. Réprimer des contestations internes. Simple question. Est-ce que l'Iran est extraordinaire dans ça? Alors, il y a une violence il y a une violence vraiment supérieure. Il y a une différence en termes de qualité. La répression en Iran est beaucoup plus rude que la répression en France ou aux États-Unis ou dans n'importe quel pays du Nord. Sauf que, oui, mais elle est qualitativement supérieure parce que l'Iran n'est pas du tout dans le même contexte, ok? Imaginons une seconde si la France était menacée, je sais pas, s'il y avait vraiment une menace russe, genre vraiment, il y a des bases russes autour de la France, il y a des menaces, il y a un blocus russe contre la France, c'est-à-dire que la France ne peut plus avoir un commerce normal et en crise économique et tout, donc on est dans la même situation que l'Iran, il y a même d'autres forces qui menacent d'attaquer la France, on la menace même d'arrêter son programme nucléaire parce que sinon on va être envahi, et il y a des révoltes en France, je suis prêt à parier que ces révoltes seraient meurtrières en France. Voilà. Il y a une différence qualitative dans les répressions entre l'Iran et la France parce qu'elles ne sont pas dans la même situation. Mais regardez déjà la répression qu'on a en France alors qu'on vit dans une situation plutôt confortable, il n'y a pas réellement de menaces extérieures et tout, et pourtant il y a de plus en plus de répression. Et enfin, la répression
gestion des mouvements de révolte, c'est semblable à tous les États-nations capitalistes. Non, mais là, c'est l'Iran quand même, il réprime. Voilà. Cette logique contribue aussi à justifier les politiques discriminatoires menées contre les migrants afghans. Oui, mais ça, c'est pas nous. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'elle fait croire que c'est à cause de nous que l'Iran fait ça. C'est parce qu'il y a des anti-impérialistes un peu campistes en France que l'Iran expulse les migrants. Mais tu crois qu'on est pour le fait d'expulser des migrants? Mais ça aussi, c'est parce qu'il y a des anti-impérialistes que l'Iran réprime des migrants. Voilà. Tous les pays du monde sont en train de réprimer les migrants, mais si l'Iran fait ça, c'est à cause des Français campistes. En les érigeant en menace intérieure, le régime déplace sur eux la responsabilité de difficultés qui relèvent en réalité de sa propre crise politique, sociale et économique. Frontex, c'est à cause de l'Iran bientôt. Après le génocide de Gaza et l'agression militaire d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, en juin 2025, cette logique campiste a dominé une partie de la gauche radicale mondiale, aussi bien en Occident qu'en Amérique latine, en Afrique et dans le monde arabe. Elle a réduit la politique iranienne à un duel, l'Iran contre l'axe américano-israélien. Les soulèvements populaires réprimés dans le sang depuis 2017 ont été soit passés sous silence, soit redéfinis par le discours officiel, infiltration du Mossad, révolution colorée, complot occidental. Moi, je m'oppose totalement à ça. Je pense qu'il y a des légitimités, il y a une grande légitimité aux Iraniens de se révolter. Je veux dire, bien sûr que non, on ne peut pas résumer ça à une infiltration, à une révolte sous faux drapeau. Moi, je suis totalement d'accord avec ça, qu'il y en a certains qui vont dans cette analyse qui me paraît totalement simpliste. Et quand bien même c'est financé par les USA, ça ne perd pas de sa légitimité. Mais ça, revenez à ce que j'ai dit plus tôt. Une telle saisie transforme les mouvements sociaux en menaces sécuritaires et légitime la répression, de la violence de rue aux exécutions, sous prétexte d'état d'urgence et de moments inopportuns. Et d'ailleurs, nous, on n'arrête pas de dire que l'impérialisme et les sanctions occidentales contre ces pays-là provoquent un sentiment de citadelle assiégée. C'est-à-dire que ces pays ont le sentiment qui est légitime. Le gouvernement iranien a le sentiment depuis des années, un sentiment légitime d'être attaqué par les régimes occidentaux, que ce soit économiquement, politiquement, idéologiquement, et qu'il y a effectivement des tentatives d'ingérence. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas des tentatives d'ingérence des Iraniens, des Israéliens, des États-Unis ou même des Français. D'ailleurs, on sait qu'il y a eu des espions américains, israéliens qui ont permis notamment de tuer des généraux et tout. Donc il y a effectivement une infiltration de ces régimes-là. Et donc cette pression occidentale ne peut participer qu'à le sentiment d'être une citadelle assiégée. Et être une citadelle assiégée amène logiquement, de manière certaine, à un raidissement, à un autoritarisme et à une répression. Voilà. À dire, il faut surveiller tout le monde, à une paranoïa et tout. Donc, nous, c'est pour ça qu'on disait que l'une des premières manœuvres, c'est lever du blocus. On arrête cette sanction-là, qui en plus pousse l'Iran dans les bras, je sais pas, de la Russie. Vu qu'ils peuvent pas commercer avec les Occidentaux, ils vont commercer ailleurs. Ça va être la Russie, la Chine. Tu sais, ils se reprochent de ces taxes-là, mais c'est vous qui avez amené ces taxes-là. Ce campisme stratégique, dont la critique est menée notamment ici, accepte dans les faits le conservatisme au nom de la survie et fait. Non, mais c'est pas qu'on a. En fait, ils font croire que. Ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'ils font croire qu'on est en mode. On accepte ça et puis c'est tout. En fait, déjà, qu'on accepte ou non, ça ne changera rien. Il faut déjà partir de ce point-là. Il y a un conservatisme en Iran, que nous, les anti-impérialistes du Nord, on accepte ou pas, ça ne va rien changer. C'est pas parce que d'un coup, imaginons même, partons du principe que PDH et le QG décolonial deviennent anti-campistes comme ils le souhaiteraient, ça ne changerait rien à la situation en Iran. Il faut quand même rappeler notre impuissance aussi. Ça me fascine, tu sais. Là, mais ça ne change rien. Et donc, il n'y a même pas l'idée d'accepter ou de refuser. Il y a l'idée d'analyser, de comprendre d'où vient ce conservatisme. Et on rappelle, la base pour une sociologue, c'est comprendre n'est pas excuser. Comprendre d'où vient ce conservatisme, comprendre quelles sont les causes de cette répression ne signifie pas justifier la répression. Dire que c'est légitime. Et fait du peuple insurgé l'ennemi principal. Oui, bien sûr. Oui, allons-y. Allons-y. Là, oui, les Iraniens qui se révoltent, c'est l'ennemi principal. Allons-y. Il se révèle pour ce qu'il est, profondément contre-révolutionnaire. La dynamique géopolitique récente a offert aux campistes davantage de marge de manœuvre encore. Lors de la brève guerre d'Israël contre l'Iran en juin 2025, souvent désignée comme la guerre des 12 jours, l'expérience concrète de la destruction a renforcé les tendances anti-guerre en Iran. Cependant, après le massacre sanglant de janvier 2025,
2026 commis par le régime, une partie de la société, épuisée et confrontée à la passe, a envisagé l'intervention étrangère comme un moyen de renforcement et un souffle d'espoir à court terme. Donc oui, j'imagine que oui, il y a une partie de la population iranienne qui s'est dit que ce serait une bonne chose, l'intervention israélienne et américaine. Et d'ailleurs, je n'ai aucun reproche à leur faire. Il y a des Iraniens en Iran qui ont peut-être vu d'un bon œil l'intervention américaine-israélienne. Ce n'est pas à moi, à partir de ma situation confortable en France, de leur dire c'est bien, c'est pas bien. Juste, j'analyse que ça. Mais je pense malgré tout, quand bien même ils pensent ça, moi je pense que concrètement, à travers une analyse objective, que ce n'est pas la solution. Je comprends pourquoi eux, c'est une partie de la population a ce sentiment-là, mais je ne pense pas qu'ils ont raison. Voilà. Mais après, libre à eux. Je veux dire, moi je comprends, force à eux. Toutes les voies internes ayant été testées, le régime ne cédant sous aucune sorte de pression. Le massacre est largement perçu par la population comme une guerre intérieure du régime contre le peuple, au cours de laquelle les manifestants ont été visés par des balles réelles. Il ne faut pas donner mon avis, mais je donne mon avis. Bah oui, je donne mon avis. Je ne pense pas objectivement que l'intervention israélienne-américaine va libérer le peuple iranien. Après, que les Iraniens le croient, et après ils agissent comme ils veulent. C'est-à-dire, c'est pas à moi de les empêcher, ils agissent comme ils veulent. Il est souvent mis en parallèle avec la guerre Iran-Irak, 80-88, alors que ce conflit aurait coûté en moyenne 500 vies par jour, contre environ 100 lors de la guerre des 12 jours. C'est justement parce qu'on n'est pas concerné qu'on a le regard le plus lucide sur ces takes. Mais en fait, il faut avoir une analyse objective. Il faut avoir une analyse objective. Et il faut pas prétendre parler au nom du peuple iranien. Tu parles à partir de ton point de vue de militant du Nord impérialiste. À partir de ton point de vue, tu penses que ces interventions israéliennes américaines ne vont pas apporter la paix aux Iraniens. Maintenant, les Iraniens se débrouillent comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Par contre, moi, de mon point de vue, ce que je vais faire, c'est lutter contre l'intervention israélienne américaine et contre l'impérialisme. Je comprends pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Si c'est à partir de ton point de vue, c'est pas objectif. Mais les gens, à partir de mon point de vue, j'essaye d'avoir une analyse concrète à partir de mon point de vue. C'est-à-dire à partir de militants du Nord occidental, on essaye d'analyser concrètement ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, il y a aucun point de vue qui est absolument objectif. Ça me tue. Ouais, on va ramener à la base, tout le monde la neutralité, ça n'existe pas. Par contre, on essaye d'avoir une analyse objective de notre point de vue. Et moi, j'essaye à partir de mon point de vue d'avoir une analyse la plus objective possible. Et je pense que l'intervention israélienne, américaine, quand on voit l'histoire des opérations occidentales, qu'on voit ceux qui agissent, donc c'est-à-dire Israël, un État génocidaire, États-Unis, la première puissance impérialiste, ne va pas servir les Iraniens. Maintenant, essayez de me prouver objectivement que c'est faux. Au lieu de dire, oh, t'es pas neutre. Ok, si vous voulez, je suis pas neutre, il n'y a pas de souci. Cherchez objectivement, montrez-moi objectivement que c'est faux et que l'intervention israélienne-américaine va amener la paix aux Iraniens. Allez-y, moi j'attends. T'es pas objectif. Ah là là, mais c'est nul. Non, oui, Sam, tu devrais aller sur place pour tout régler en fait. Mais ça coûte cher le billet. Après, je rêverais de visiter l'Iran. Pardon, je m'exprime mal, juste j'aime pas l'angélisme de la gauche décoloniale. On n'a rien à dire aux pays du Sud. Si, on a beaucoup de choses à leur dire. Au contraire, surtout aux plus serviles d'entre eux. Mais ça, par contre, je veux dire, ça sur le fait que je suis pas d'accord sur ça. En fait, je pense que on peut leur dire qu'on n'est pas d'accord. Prenons la position de Mélenchon. Je trouve que la position de Mélenchon, c'est la plus juste vis-à-vis du Sénégal et de l'homophobie. Il a dit, je suis pas d'accord avec vous. Maintenant, vous vous débrouillez comme vous le pouvez. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Moi, ça sera ma position sur les Iraniens. Les Iraniens qui sont pour l'intervention occidentale, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Après, force à vous. Maintenant, moi, je vais faire mon travail à moi. Moi, mon travail à moi, c'est de lutter contre l'impérialisme qui est en train de détruire votre pays. Après, faites comme vous pouvez. Et souvent, le discours de dire on n'a rien à dire aux populations du Sud, il y a aussi un truc à interroger parce que toujours la question, c'est de se dire est-ce qu'on a des leçons à faire aux populations du Sud ou est-ce qu'on n'a pas de leçons à faire aux populations du Sud? Est-ce qu'on doit leur dire quelque chose ou on ne doit pas leur dire quelque chose? Mais on se pose jamais la question inverse. Parce que les Iraniens n'ont pas des choses à nous apprendre à nous. Avant de vouloir faire la leçon, est-ce que nous, on n'a pas des leçons aussi à apprendre à des populations iraniennes, à des populations syriennes, de la part des populations sénégalaises? Voilà, on pourrait parler. Pourquoi ça marcherait dans notre sens, seulement dans un sens? Ce serait intéressant aussi de voir, nous, les leçons qu'on peut apprendre de ça. Tu vois? Et donc, moi, il y a toujours de la tâche à faire. C'est-à-dire qu'on peut exprimer des désaccords. Par exemple, sur la Palestine, on peut exprimer des désaccords avec des désaccords idéologiques avec des organisations, de dire nous, ça serait pas ce qu'on aurait fait. Après, force à vous, nous, on va faire notre travail et vous faites votre travail. Voilà, on fait notre taf. Oui, Sam, l'Occident est supérieur.
d'ailleurs. Enfin, on n'a rien à apprendre. Oui, bah oui, non, mais après, en plus, en fait, je pense que les gens croient que, comment dire, c'est pas parce que tu peux avoir des désaccords. Par exemple, sur la Palestine, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Par contre, je pense que là, la priorité, c'est pas tant d'afficher mes désaccords que d'agir pour en finir avec le génocide, en finir avec la colonisation, en finir avec la guerre. C'est ça la priorité avant de dire oh, les Palestiniens, je suis pas d'accord si ça. Non, mais frère, fais tes priorités. Et moi, c'est pareil avec les Iraniens. Par exemple, il y a des Iraniens qui seraient pour l'intervention israélienne-américaine. Je suis pas d'accord, mais ça va pas être ma priorité en fait. Ma priorité, ça va être lutter contre l'intervention israélo-américaine. Après, on peut aussi aider les franges les plus révolutionnaires, même s'ils ne cochent pas les cases d'ici. Pense à la Syrie pour qui les mecs en révolte n'étaient pas assez bien. Oui, non, mais de toute façon, après, en fait, il y a toujours les moyens de soutenir ces expériences révolutionnaires dans le Sud. Mais en fait, ça reste assez restreint. Ça reste. J'ai l'impression qu'on va souvent choisir les révolutions qui nous plaisent. Et pour moi, ça reste. C'est toujours bien, hein, mais ça sera toujours limité. Ça sera extrêmement limité. Tu vois. Pour moi, il y a des gens qui vont faire par exemple, il y a des gens qui vont faire la guerre au Kurdistan pour soutenir le Rojava ou que sais-je. Il n'y a pas de souci. Je peux comprendre et tout, mais je me dis, mais pourquoi ne pas rester en France et user cette énergie-là contre l'impérialisme français, tu vois? Plutôt que d'aller faire la guerre au Kurdistan, pourquoi ne pas utiliser toute notre énergie pour démanteler l'industrie de l'armement français? Ça serait très efficace quand même, tu vois? De contrer toute la propagande de guerre qu'il y a en France. Après, la question, c'est on fait quoi des populations du Sud? On leur dit bonne merde si elles subissent l'impérialisme russol, iranien, je sais pas qui d'autre. Non, mais attendez, on fait quoi des populations du Sud? Mais les gens, mais avant de vous poser la question de on fait quoi des populations du Sud, bordel, on va répéter encore une fois, vous vivez dans le pays qui est le deuxième plus grand exportateur d'armes, ok? Qui va notamment vendre des rafales à l'Arabie Saoudite pour tuer les Yéménites. Vous vivez dans le pays qui participe à la France-Afrique, bordel de merde. Vous avez déjà les moyens d'aider les populations du Sud en vous attaquant à votre impérialisme. Vous voulez aider les populations du Sud, abattez le franc CFA. Voilà. Non mais comment on va aider les populations du Sud? Oh là là, comment faire pour aider les Iraniens? Le franc CFA, l'industrie de l'armement, les sorties de l'OTAN. Voilà, c'est déjà des trucs à faire. Mais vous voulez trop en mode j'arrive, je vais aider les Iraniens à renverser leur gouvernement. Oh là, Thales, Safran, Dassault, oui, c'est fou, il y a tellement de choses à faire que comment on va faire pour les aider? Frère, il y a 150 trucs à faire. Vous voulez aider les populations du Sud, rejoignez Guerre à la guerre. Vous voulez aider les populations du Sud, rejoignez Survie. Il y a plein d'organisations comme ça. Depuis la contre-révolution islamique de 1979, une partie de la gauche nationale et internationale a subordonné l'analyse de classe et de genre à Depuis la contre-révolution, une partie de la gauche nationale et internationale a subordonné l'analyse de classe et de genre à l'anti-impérialisme. Les protestations des femmes contre le port obligatoire du voile ont par exemple été marginalisées, contribuant involontairement à la consolidation de l'ordre religieux et patriarcal. Wow. Oui, non mais c'est les décoloniaux français qui ont participé à le conservateur. Non mais attendez, je veux dire, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Non mais attendez. Genre c'est à cause de nous que les femmes en Iran sont obligées de garder le voile. Non mais... Oh. Celui-ci s'est vu présenté comme un gage d'authenticité culturelle. Mais qui a parlé de... Qui par exemple? Un signe de distinction de l'Occident et un marqueur d'indépendance nationale. Ah ok, les Iraniens. Mais ça... Celui-ci s'est vu présenté comme un gage d'authenticité culturelle, distinction de l'Occident et un marqueur d'indépendance nationale. Ça fait 30 ans maintenant qu'on dit que l'impérialisme occidental va renforcer le conservatisme dans les pays du Sud. Par exemple, là, il y a eu le truc sur le Sénégal qui a renforcé les lois homophobes. Et on nous dit, alors PDH, alors que ça fait 20 ans qu'on dit ça. 20 ans qu'on dit, si vous luttez pas contre l'impérialisme, et qui est pas seulement l'impérialisme sexuel, d'imposer d'imposer une idéologie, d'imposer des normes, d'imposer des valeurs, ça va renforcer le conservatisme. Le conservatisme se renforce au Sénégal et on dit, bravo PDH, le pire et tout, à cause de vous, ça devient conservateur. Mais on n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les gens allaient revoir les interventions des députés au Sénégal, c'est que des arguments comme ça, en mode nous on est différents de l'Occident, hein. Et d'ailleurs, mais nous on n'arrête pas de dire, mais c'est une révolte de faibles en fait, c'est une révolte de désespérés, vu qu'ils ont aucun contrôle économique, hein. Il y a le franc CFA, il y a des crises et tout, ils ne peuvent pas s'en sortir. Le seul moyen de se prétendre indépendant et tout, c'est dire mais nous, contrairement à l'Occident, il n'y a pas d'homosexuels chez nous, on n'a pas votre mode de vie que vous voulez nous imposer. C'est une résistance pathétique, parce qu'en fait les gens croient que si on parle de résistance, c'est forcément
forcément une bonne chose. Mais il y a des gens, des résistances qui sont minables. En fait, on a trop une vision enjolivée du mot résistance, mais ouais, c'est une réaction, c'est une forme de résistance qui est minable, qui est assez pathétique. Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas de pouvoir, en fait. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on le dit. 20 ans qu'on dit que ça va amener un conservatisme, ça va amener une contre-révolution réactionnaire. C'est de la réactance, oui, voilà. Oui, réactance, ce serait pas mal, ouais. C'est peut-être mieux de parler de réactance, Arthur, t'as raison. Pardon, j'avais un truc à faire, mais je me demande premier degré si quand un peuple subit un impérialisme qui n'est pas le nôtre, on en fait quoi? J'aurais tendance à dire qu'on n'y peut rien et que agir n'aiderait pas. Mais je veux dire, faut agir contre l'impérialisme en général. Je veux dire, effectivement, il y a des choses que ça va pas impacter tout de suite, immédiatement, l'Iran ou d'autres pays sur lesquels la France n'a pas la mainmise. Voilà, il y a des pays qui subissent des dominations qui ne sont pas liées directement à la France. Par contre, rendez-vous compte quand même l'impact mondial que ça aurait si en France, je sais pas, on démantelait l'industrie de l'armement. Ça serait quand même énorme. Si en France, on arrivait à avoir au pouvoir un gouvernement qui propose une autre ligne sur l'ordre mondial, qui ne suit pas les États-Unis, qui ne suit pas l'OTAN. Vous vous rendez compte de l'impact que ça aurait? Ça serait énorme. Ça serait énorme. Une narration s'est imposée. Elle considère la révolution iranienne sous l'angle exclusif de l'anti-occidentalisme et, de ce fait, efface les forces séculières, féministes, queer, kurdes et socialistes. Notons que cet anti-impérialisme viriliste se montre structurellement incapable de reconnaître la légitimité des luttes internes au sein des régimes anti-occidentaux. Ça, j'ai déjà répondu tout le long de l'article. Les expériences vécues, les mémoires collectives et les subjectivités politiques des groupes subalternes, femmes, minorités ethniques, communautés queer et classes populaires sont systématiquement rejetées comme des agents de l'Occident ou des distractions insignifiantes. Mais pourquoi viril? Parce que, en fait, c'est toujours l'idée que, oui, il y a des luttes progressistes en Iran. Mais je suis d'accord, oui, il y a des luttes progressistes dans tous les pays. Il y a effectivement des luttes queer, il doit y avoir des luttes queer en Iran, il y a des luttes féministes. Ok. Et donc, je ne nie pas ça. Et donc, toujours lutter contre l'impérialisme qui empêche ce pays de choisir sa propre voie en toute souveraineté. Voilà. Et prenons les queers en Palestine. Avant que les queers puissent vraiment lutter pour leurs droits à eux, faudrait déjà que la Palestine soit un État indépendant. Si on veut que les femmes iraniennes, les minorités iraniennes, les queers iraniens puissent vivre librement, l'une des premières étapes, c'est que leur pays soit souverain, en fait. Qu'ils puissent décider de manière totalement autonome la voie à choisir, la voie à prendre. Voilà. Par exemple, on parlait par exemple des queers au Sénégal, des homosexuels au Sénégal qui vont subir la répression homophobe. Mais je pense que si vous voulez une piste pour aider ces queers au Sénégal, et pour aider même, bonus, tous les Sénégalais, c'est de lutter contre le franc CFA qui empêche au Sénégal d'être souverain et dont les premières victimes sont les classes populaires, les minorités, les homosexuels qui souffrent de ces mesures économiques. Ouais, moi, il y a un truc de ok, oui. Mais et donc, il y a aussi un autre point, c'est qu'est-ce qu'ils proposent? Ok, il y a des queers en Iran. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la piste à suivre? C'est quoi les propositions? C'est un peu la critique que j'avais à l'égard de Larazbaï. Larazbaï qui a fait un Instagram faisant croire que nous, on soutenait les lois homophobes au Sénégal. Il y a des lois homophobes au Sénégal. À part juste condamner. Faire un post Instagram pour dire « je condamne ». Concrètement, c'est quoi qu'on doit faire en matière de politique? Concrètement, explique-moi, dis-moi. Moi, je suis ouvert à ça. Mais c'est quoi la stratégie? Okay. Allez, parce que nous, on est des organisations politiques aussi. On réfléchit en termes de propositions. Qu'est-ce qu'on propose comme politique à mener, comme lutte à mener? Qu'est-ce qu'on demande? Là, il y a les queers en Iran. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on fait à partir de nous en France? Non, mais c'est une vraie question. Après, j'imagine, moi, la seule action qui me semble faisable, imaginable, c'est juste aider financièrement des associations qui défendent les droits des queers sénégalais au Sénégal. Il y a 2 points. La première chose, c'est que ça me semble assez limité. Je ne pense pas que ça va aider. Après, on peut toujours le faire. Il n'y a pas de souci. On peut toujours le faire. Mais ça me semble assez limité comme manœuvre. Voilà, on va aider à... je sais pas, même, allez, rassemblons-nous, on donne 10 000 € à cette association. Voilà. Et en fait, la deuxième question, c'est, mais pourquoi quand il faut aider le Sénégal, vous n'aidez que les queers sénégalais? Pourquoi la seule action que vous proposez sur le Sénégal, ça serait d'aider une association queer sénégalaise, sachant que le Sénégal est encore sous domination du franc CFA? Pourquoi? Voilà, dites-moi, pourquoi?
Pourquoi je comprends pas. Sachant qu'en plus, le franc CFA, les cuirs sénégalais en souffrent aussi. Donc c'est pareil pour l'Iran. Allez, on fait quoi? On aide une association de cuirs iraniens? Oui, mais les cuirs iraniens, comme tous les Iraniens, souffrent notamment du blocus. Hein. Parce qu'il y a une répression inédite actuellement. Et à quoi est due cette répression? Voilà. Quelles sont les structures qui amènent à cette répression? Parce que, je veux dire, Datsuno, il y a pas très longtemps, il y avait aussi des bases militaires françaises au Sénégal. Tout le monde en avait rien à foutre, mais rien à foutre. Il y a toujours des grandes entreprises françaises qui sont en train de surexploiter ces populations-là. On en a rien à foutre. Voilà. Le Sahel, pourquoi il y a personne? Le Mali, pourquoi personne? Burkina Faso, pourquoi personne? Renversement des régimes commandités par l'État français, pourquoi personne? Moi, ça me fascine. Ça me fascine. On peut dénoncer les deux en même temps. Mais quand est-ce qu'il y a eu, voilà. Il y a eu Larasbaï et il y a eu, comment il s'appelle aussi Régé Le Gorilla. Régé Le Gorilla qui a fait un petit réel pour dénoncer l'homophobie au Sénégal. Combien de vidéos sur la France-Afrique? Combien de vidéos sur le franc CFA? Combien de vidéos sur les bases militaires, sur les interventions françaises en Afrique? Comment ça se fait que c'est beaucoup plus facile de dénoncer les agissements du gouvernement sénégalais que les agissements de la France et des bourgeoisies françaises? Moi, ça me rend fou. Moi, mon point de vue, c'est tant qu'on n'aura pas démantelé le franc CFA, on ferme sa gueule. Voilà. On n'a pas le droit de critiquer les gouvernements africains francophones dans lesquels il y a le franc CFA tant qu'on n'aura pas destitué le franc CFA. Voilà. Une vraie priorité. Et ça, en plus, moi, ce qui m'hallucine, c'est que tu penses aux Sénégalais? Oui, le franc CFA empêche à ces pays d'avoir une politique souveraine. En fait, il faut se rendre compte du truc. Il y a encore le franc CFA, ça les empêche d'avoir une politique souveraine. Et qui c'est qui en souffre le plus? C'est les Sénégalais eux-mêmes. D'ailleurs, Ousmane Sonko, il avait été élu sur la promesse de démanteler le franc CFA. Sauf que c'est extrêmement compliqué. Comme c'est extrêmement compliqué, eh ben, il y a de la contestation et tout. Et le truc pour faire taire la contestation, c'est d'aller sur le truc. On va bannir les homophobes. Voilà, de faire de la démagogie la plus nulle. La plus nulle. Il y a eu un coup d'État empêché par la France il y a un mois. Personne n'en a parlé. C'est une dinguerie. Genre, d'où sortaient ces soldats? Oui. Et après, on nous dit, oh non, mais on est capable de faire les deux en même temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'entends toujours ça. Ouais, on est capable de faire les deux en même temps. Et en plus, même, on est capable de faire les deux en même temps. Et donc, concrètement, c'est quoi? C'est quoi? Quelle est la ligne à suivre? En fait, c'est aussi stratégique quand il y a trop d'influence des pays étrangers dans une lutte. C'est la porte ouverte au backdoor et autres problèmes. C'est un truc à savoir quand tu milites, oui. Mais il y a quelqu'un qui demande, je vais essayer d'inviter Samba Silla pour parler du franc CFA parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de faire un point là-dessus et de comprendre la dinguerie que c'est et tout parce que moi, je n'en peux plus. Moi, je n'en peux plus. Et après, mais moi, j'ai ce sentiment-là et ça me désole d'avoir ce sentiment-là. Mais j'ai parfois le sentiment que pour la gauche, une vie du Sud est beaucoup plus à plaindre et mérite beaucoup plus d'empathie si en plus elle est queer. Voilà. Si c'est une femme ou si c'est un queer. Alors là, oui, ça mérite notre empathie. Mais les autres Sénégalais qui, quand bien même ils subissent la répression, ils subissent un régime autoritaire, ils subissent la domination impérialiste, moi ça va, c'est normal. Mais il faut sauver les queers du Sénégal, il faut sauver les femmes du Sénégal. On s'en fout que la majorité de la population connaisse la misère. Voilà, moi ça me rend fou. Ça m'énerve. Et ça alimente aussi l'homophobie de beaucoup en mode ouais, il y en a que pour les queers, il y en a que pour. C'est insupportable. Et je sais que c'est pas le cas de tous les militants LGBT. Mais parfois t'as ça et t'es en mode les gars, je veux dire. On a eu ça avec regardez la Palestine, les hommes palestiniens. Tu connais le travail de Doma Dietrich de la chaîne YouTube, c'est Chroniques de France-Afrique. Ah non, je connais pas. Je vais aller voir Azafap. Il y a, je vais essayer d'inviter Survie pour une discussion avec Survie. La militante qui était là hier dimanche, elle était à Survie. Je vais essayer de la réinviter. Et je vais aussi essayer d'inviter Thomas Deltombe. Thomas Deltombe qui a beaucoup écrit sur la France-Afrique et tout. Après, c'est des sujets qui font très peu de vues, mais bon, il faut. Hein. Le petit pêcheur sénégalais qui vit de rien du fait de l'appropriation maritime de l'Europe, tout le monde s'en bat avec. Mais oui, ça me rend fou. En fait, il y a vraiment une fétichisation qui est insupportable du le pauvre petit queer sénégalais. Mais tu sais, c'est un truc extraordinaire. Et en fait, il y a aussi l'idée que le queer sénégalais, il nous ressemble un peu parce qu'il a les mêmes valeurs que nous. Et il fait partie de la même civilisation. Il faut le sauver de cette barbarie. C'est insupportable. Je vous jure, c'est insupportable. Ça m'a toujours choqué cette différence faite avec les hommes palestiniens comme si eux, c'était OK de les considérer comme des terroristes. Oui, mais c'est le cas de toutes les populations du Sud. C'est insupportable. Il y a des vies bonnes à sauver et des vies mauvaises. Voilà. On a exactement la même logique. Il y a des vies bonnes, il y a des vies mauvaises. Bref. Et toujours, c'est quels sont les
politique à mener parce que voilà, la critique de la Razbaï. La Razbaï, c'est un influenceur sur Instagram. Mais c'est très facile de condamner, de dire ah, je suis contre, c'est pas bien et tout. Oui, ok. Et donc, c'est quoi que tu proposes? Vas-y, dis-moi l'action que tu proposes de faire. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Il y a les Sénégalais, il y a eu ces trucs homophobes. C'est quoi ta proposition? Comment on fait pour agir à part faire des réels en mode alors, ça, c'est pas bien. On peut faire les deux, en fait. On peut condamner l'impérialisme et dire que c'est pas bien d'être homophobe. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'accord, t'es très bien. Ok, le curé, on condamne ce qui est méchant. Maintenant, comment on agit? Oui, c'est ça, les condamnations dans le vide, ça me tue. C'est le pire truc. Mais bref, les gens, par contre, parce que je vais pas lire tout l'article, donc, j'invite les gens à aller... Je vais lire que la conclusion, donc je préfère être honnête. J'invite les gens à lire l'article pour se faire un avis objectif. Moi, l'article m'a surtout permis d'avoir une discussion, de clarifier certaines positions, d'échanger aussi avec le chat, d'avoir un discours et un dialogue autour de ça. Ça ne suffit pas, cette vidéo ne suffit pas pour avoir un avis plein sur l'article. Donc, allez lire l'article en entier et peut-être qu'on en reparlera et peut-être que si l'autrice veut en parler, moi je le lirai aussi en entier de mon côté. Si l'autrice veut en parler en direct et tout, c'est avec plaisir. Donc, je vais juste lire la dernière partie pour finir. Voilà, désolé, je pensais pas que ça allait être si long à discuter avec vous, mais c'est bien, ça a permis de discuter de tout ça. En France, aucune gauche conséquente n'accepterait de se ranger sous les drapeaux de l'extrême droite au motif qu'une puissance ennemie attaquerait le pays. Pourtant, lorsqu'il s'agit de l'Iran, certains jugent acceptable d'exiger des Iraniens qu'ils s'effacent derrière les forces réactionnaires, nationalistes, voire fascisantes. Mais en fait, je sais pas, c'est pas qu'on accepte en fait. Alors, certains jugent acceptable d'exiger, on n'exige pas ça des Iraniens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. On va pas dire aux Iraniens, rangez-vous derrière votre gouvernement pour le protéger contre la guerre contre les Israéliens et les Américains. Dites-nous quand est-ce qu'on l'a exigé. Juste, on remarque qu'il y a malgré tout un soutien populaire contre l'Israël et les États-Unis. Mais ce soutien populaire, il est contextuel. C'est-à-dire que les Iraniens qui soutiennent leur gouvernement contre la guerre israélo-américaine, ça ne signifie pas qu'ils soutiennent pleinement le gouvernement dans son ensemble. Et moi, je ne sais pas quelle serait ma position. Imaginons qu'il y a Trump qui attaque la France. Ben, je ne sais pas, je pense que je serais en mode non, tu dégages Trump, tu dégages. Ça, c'est notre problème, ok? C'est notre problème et tout, ok? Une telle asymétrie implique en creux que les peuples du Sud devraient se satisfaire d'un choix entre domination impériale et barbarie intérieure. C'est faux, c'est faux. Par contre, nous, on est contre la barbarie intérieure et contre la domination impériale. Par contre, on pense que pour en finir avec la barbarie intérieure, il faut d'abord en finir avec la domination impériale. Et en plus, c'est pas seulement qu'il y a un ordre prioritaire, c'est que en plus, de là où on sera plus efficace pour supprimer la domination impériale. Mais la domination impériale est un des facteurs principaux de cette barbarie intérieure. Voilà. Et si la Chine attaquait la France, oui, elle vient de dire que c'est des barbares, que le gouvernement iranien est... Mais je pense que je peux comprendre, Aldo Lapez, je peux comprendre ça dans le sens où la répression de janvier, elle est quand même atroce. Donc à la rigueur, et en plus, elle c'est une kurde, donc je le prends pas de la même manière que si c'était une militante française qui traitait les Iraniens de barbares. Là, voilà. J'essaye d'être honnête. À chaque fois dans mes lectures, j'essaye d'être honnête. Or, la République islamique constitue précisément un régime qu'il faut nommer pour ce qu'il est. Une formation de type fasciste. Alors, je connais pas assez bien les gens pour juger si c'est fasciste ou pas fasciste. Voilà. Je ne me prononce pas. Elle connaît beaucoup mieux le dossier que moi. Une extrême droite non occidentale. Si le critère est le nombre de crimes commis, alors allons jusqu'au bout. Le régime iranien, en 40 ans, a commis bien plus de crimes que l'extrême droite française. Oui, bon, après, l'extrême droite française n'a pas été au pouvoir. La cohérence politique impose donc de refuser pour les Iraniens, comme pour tout autre peuple, la moindre injonction à composer avec le fascisme au nom du moindre mal géopolitique. Et ça, encore une fois, je le dis depuis le début, c'est pas à moi de dire merci beaucoup, c'est ça la vidéo, les gens. Merci beaucoup, les gens. Donc, c'est ça, c'est 1h30. Hein. Je suis désolé. C'est un peu long, mais j'ai chapitré. Voilà. Donc, allez voir quand vous aurez le temps, ça résume tout ce que je dis sur l'impérialisme. Mais comment pourrait-il choisir librement le camp du wokisme? Non,
Assad, pourquoi ce terme? Je n'aime pas utiliser le mot wokisme. S'ils savent qu'au lendemain d'une élection qui élirait un dirigeant soutenant la résistance, ce serait full sanction de l'Occident qui paupériserait la population. Mais en fait, il faut que les anticampistes qu'ils fassent face à cette contradiction. C'est-à-dire que, imaginons que l'Iran, la population iranienne, vote pour un président ou pour un gouvernement qui serait full progressiste, et pas seulement sur les questions de sexualité, de minorité ethnique, de genre, etc., mais aussi sur des questions économiques. Donc, imaginons que l'Iran soit progressiste au point qu'il propose un régime, un gouvernement et un mode de production communiste, une répartition de la valeur. L'Iran serait terminé en 3 mois. L'Iran serait envahi par les États-Unis, par l'Israël, par la France, par toutes les puissances occidentales, parce que ils essaieraient de sortir du mode de production capitaliste international et de proposer un autre modèle de société. Ils se feraient éteindre. Vous voulez un exemple de ça? C'est déjà arrivé en Iran. Je ne sais pas si vous connaissez Mossadegh, parce que je pense qu'il faut rappeler aussi l'histoire de l'Iran. Mossadegh arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir. C'est un dirigeant plutôt réformiste, plutôt laïcard, pour vous dire les gens, plutôt laïcard. Et Mossadegh décide quelque chose qui va énerver l'Angleterre et les États-Unis. Mossadegh veut nationaliser le pétrole. Nationaliser le pétrole pour répartir les richesses sur la population. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est mignon, Mossadegh. Ça dégage. Ça dégage et ils ont installé le chat. Voilà, ils ont remis le chat. Voilà, Mossad dégagé. Voilà, donc quoi, il y a cette contradiction qui ne peut exister. Je vais répéter. Il ne peut exister un gouvernement démocratique, pleinement démocratique, au sens vrai du terme. Pas les démocraties libérales occidentales. Un gouvernement réellement démocratique, socialiste, féministe, LGBT, multiethnique, égalitaire et juste tant qu'il y aura le système capitaliste. Dans ces pays-là, ça n'existera pas. Voilà. Ça va dériver, mais comme le Venezuela, c'est un bon exemple. Ça ne peut que dériver vers un régime autoritaire et répressif. Voilà. Ne demandons pas aux Iraniens d'accepter politiquement ce que nous refuserions absolument pour nous-mêmes ici en France. Et je suis totalement d'accord. On n'a aucune leçon, c'est à eux de décider pour eux-mêmes. Il faut œuvrer pour qu'ils puissent décider pleinement pour eux-mêmes. Nous ne marchons ni avec les fascistes, ni sous leur bannière. Nous les combattons, y compris lorsqu'ils s'approprient le lexique de la liberté pour en inverser le sens. À l'instar de l'expérience soviétique qui a largement contribué à discréditer le socialisme, le campisme en Iran fragilise la gauche et favorise l'extrême droite. Ah bah tiens, carrément. Ok. Après, la différence, nous, on n'est pas sous domination impérialiste. Bah oui. Il accentue en même temps le fossé nord-sud et légitime la répression des mouvements anti-tyranniques dans le sud. Le résultat est l'isolement des forces émancipatrices, la défiance des exilés envers la gauche du Nord, même celle des décoloniaux, et l'effondrement de la solidarité internationale. Alors que moi, je suis internationaliste et je pense que l'internationalisme commence par voilà, un vrai internationaliste œuvre premièrement pour l'effondrement de son propre empire. Voilà. T'es un vrai internationaliste, tu dois souhaiter l'effondrement de l'impérialisme français. Voilà ta manière d'être solidaire avec les populations du Sud. Sachant qu'en plus tu vas en payer le prix. Alors pas seulement sur la répression, mais aussi le mode de vie à la française ne sera pas le même sans l'impérialisme. Mais après on va bénéficier d'autres choses. Effectivement, on n'aura pas le dernier iPhone 20, mais on aura du temps libre. Et ça, c'est pour dormir, pour des siestes. Moi, je préfère une sieste à l'iPhone 25. Alors que des prisonnières féministes kurdes condamnées à mort dans la prison d'Evin sont capables d'exprimer leur solidarité avec les résistances palestiniennes, au risque de perdre une partie de leur soutien en Iran, mais c'est pareil. La résistance palestinienne, parce que là, très bon exemple, la résistance palestinienne. À Gaza, sous quelle organisation se fait la résistance palestinienne? Ça m'a pas l'air d'être très démocratique, d'être très... Voilà, je vais pas aller plus loin. Voilà. Et pourtant, moi, je soutiens les mouvements de résistance en Palestine. Quand bien même ils ne sont pas progressistes. Parce que je connais la contradiction principale en Palestine. Alors, je rappelle pour les gens, je n'ai pas lu tout l'article. Donc, il y a peut-être des choses auxquelles elle a déjà répondu. Et j'invite les gens à aller lire tout l'article. Voilà. Donc, pour vraiment avoir un avis honnête sur la question. Les anti-impérialistes autoritaires et identitaires se montrent incapables, depuis leur confort en Occident ou ailleurs, de manifester une solidarité comparable avec les luttes populaires en Iran.
l'Iran. Ah bah si. Parfois, et de manière encore plus grave, mais après, la situation en Iran et la situation en Palestine n'est pas la même. Hein. L'Iran est déjà un État, la Palestine n'est pas un État. Voilà. On n'est pas, tu peux pas, je veux dire, comparaison n'est pas raison. Effectivement, il y a des points communs sur l'agression impérialiste, mais c'est encore deux situations extrêmement différentes. Hein. L'Iran, c'est un État-nation qui est là depuis une cinquantaine d'années. La Palestine, c'est encore un État qui n'existe pas et qui est sous domination coloniale et qui subit un génocide. L'ensemble de leur souffrance est nié ou mis en doute, générant des traumatismes sérieux qui vont s'entrelaçant aux traumatismes historiques. La solidarité régionale et mondiale s'en trouve lourdement affaiblie. En un mot, il est urgent de dépasser le campisme. Sans quoi, c'est simple, nous ne parviendrons pas à reconstruire une gauche véritablement émancipatrice, ni à revitaliser un internationalisme véritablement populaire. L'anti-impérialisme n'est authentique que s'il combat toutes les formes de domination, partout et pour tous. Ok, bon, voilà, ça a été la fin de l'article. Pour terminer, une des actions concrètes que vous pouvez faire pour exprimer votre solidarité et votre internationalisme, c'est de rejoindre des mouvements comme Guerre à la guerre. Voilà. Regardez les streams anti-impérialistes que je fais le dimanche. Allez voir les vidéos. Je suis un peu triste parce que c'est les vidéos YouTube qui sont les moins vues alors qu'elles sont sûrement les plus importantes. Allez voir les streams anti-imp, le groupe Ligne anti-impérialiste. Allez rejoindre leur Discord et rejoignez le mouvement Guerre à la guerre qui est un rassemblement d'énormément d'organisations. Je crois qu'il y a RP, il y a Tzedek, il y a Survie. Bref, il y a plein d'organisations là-dedans. Je pense que ça, c'est un axe, une action concrète. Faire émerger un mouvement anti-guerre. Voilà une action concrète de solidarité et un véritable anti-impérialisme qui combat toutes les dominations. Donc, rejoignez Guerre à la guerre, rejoignez Survie, rejoignez Ligne anti-imp et propagez un discours anti-guerrier parce que là, les gens, là, c'est assez inquiétant. Voilà, et allez finir l'article et si madame, j'ai oublié le nom de l'autrice, attendez, excusez-moi, qui est Somaye Rostanpour, si un jour elle veut discuter, dialoguer et avoir un débat contradictoire, en tout respect bien sûr, elle est la bienvenue. Voilà. Et vive l'anti-impérialisme, impérialisme.